Madame, Monsieur, bonsoir. Cher Stéphane Bern, cher Thomas de Bergeyck, bonsoir. Bienvenue à vous qui êtes ici et vous qui êtes en duplex. Ce soir, vous êtes près de 1500 à avoir eu envie de rencontrer et d'écouter une personnalité familière et charismatique dont la vocation est de nous faire rêver, mais aussi de nous plonger au cœur de nos racines par le biais de notre patrimoine. Stéphane Bern, vous nous avez fait la grande joie d'accepter notre invitation et c'est pour nous un vrai plaisir de vous recevoir ici à Liège. À votre demande, vous avez souhaité cette soirée en dialogue. Nous avons pensé à Thomas de Bergeyck, qui partage avec vous ce goût pour la grande et la petite histoire. Carte blanche donc vous est donnée, vous allez nous partager votre vision de l'histoire justement, celle qui se raconte aujourd'hui. Madame, Monsieur, je vous souhaite une excellente soirée. Messieurs, je vous cède à présent la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Alors, ce que je m'apprête à faire maintenant relèvera peut-être pour vous de l'injure, tant il est indélicat de dresser la biographie d'un homme comme notre invité de ce soir, si connu, et bien au-delà de l'Hexagone, c'est vrai, et certainement en Belgique. Alors, juste pour le plaisir, je vous demanderai simplement de lever la main si vous ne connaissez pas Stéphane Bern. Il y a une main levée, et je ne suis même pas certain de la vérité. Il y a 2 mains levées, cher Stéphane. Permettez-moi simplement de vous resituer dans l'espace-temps de nos vies, Stéphane, si vous le voulez bien, en quelques lignes, avant de vous poser des questions, ou plutôt de vous laisser piocher les questions. J'ai apporté une boîte, vous la voyez, une grande boîte rouge Ediard. Je pense que ça vous parle un petit peu quand même, je crois que c'est parisien tout de même. Je l'ai reçu, je n'ai pas acheté, je l'ai reçu. Et je pense que ça tombait très bien. Puis comme je crois que vous aimez le loto, cher Stéphane, eh bien, ce tirage au sort devrait vous ravir. Alors vous êtes né, Stéphane, le 14 novembre 1963 à Lyon, de nationalité française et luxembourgeoise depuis peu, on va en reparler. Le Luxembourg qui est au cœur de vos racines familiales, par votre mère, et d'ailleurs vous devez énormément au grand-duc Jean de Luxembourg et à feu son épouse Joséphine Charlotte, parce que c'est grâce à eux, au fond, que vous avez choisi d'ouvrir grand les portes des palais royaux et de vous prendre de passion pour les monarchies et l'histoire des monarchies. Et là aussi, on va évidemment beaucoup en parler grâce à vous. Stéphane a 17 ans à peine lorsqu'il franchit les grilles du château de Versailles en qualité d'hôte d'accueil. Ben moi, je ne savais pas ça. Mais ses études, il choisit de les faire dans le commerce. En 1985, il est diplômé de l'École supérieure de commerce de Lyon. Et c'est évidemment l'histoire, les monarchies et un sens très aigu de la plume et de l'écriture qui le passionnent. Alors, vous intégrez, Stéphane, la rédaction de Dynastie en 1985. Vous devenez le rédacteur en chef et comme vous vous sentez bien dans le papier, vous œuvrez également comme journaliste pour Jour de France et pour le magazine Voici. Alors, je crois que c'était sous un pseudonyme. Hein. Non, c'était pas le Voici de l'époque. Enfin, c'était pas le même, en fait. Il a changé depuis. Je crois, oui. Et puis démarre l'aventure Madame Figaro, dont vous êtes le rédacteur en chef depuis 20 ans. Mais la radio et la télévision vous font très vite de l'œil. D'abord des chroniques sur les familles royales, sur Europe 1, puis l'aventure TF1 dans différentes émissions. Avant d'avoir vos propres émissions, Stéphane, on se souvient de Célébrité et évidemment du mythique Saga. Alors ça va très vite chez vous, parce qu'il y a l'aventure des grosses têtes aussi avec Philippe Bouvard. On se souvient de votre rôle à la télévision, dans les grosses têtes en télévision, de boxeur, le visage tuméfié avec une dent sur 2 dans la bouche. Preuve aussi de votre très grand sens de l'autodérision, et c'est ce qui fait votre personnalité. Puis à l'aventure du Fou du Roi sur France Inter. À la bonne heure depuis 7 ans sur RTL, un programme dans lequel vous excellez. On sent que vous vous amusez avec tous les chroniqueurs, dont Patrice Carmouze, que l'on connaît ici également, Monsieur Catastrophe. Les années Canal+ nous font découvrir un autre Stéphane. Vous changez un petit peu de look, vous ouvrez un bouton, vous abandonnez la cravate. C'est l'aventure du 20h10 pétante. Et c'est un énorme succès à ce moment-là. Et puis le service public, France 2, avec La Reine de France, Comment ça va bien, programme de l'après-midi, visite privée, code promo, Bon baiser d'Europe, tout récemment, c'est votre nouvelle aventure, l'Eurovision, et puis évidemment, la plus emblématique de vos émissions, celle qui a créé votre légende, si vous me passez l'expression, et on va y revenir, c'est bien sûr Secret d'Histoire, depuis le tout premier épisode sur la mort de Napoléon en septembre 2007, jusqu'à Ramsès et Toutankhamon la semaine prochaine. Vous en avez présenté au total 126, j'ai fait les comptes.
Et il y en a beaucoup en préparation également. Et vous avez ouvert tout grand à vos téléspectateurs les portes de l'histoire avec un grand H, et c'est évidemment ce qui nous rassemble ce soir. Vous l'aurez compris, Stéphane Bern est définitivement un homme aux multiples casquettes, puisque vous êtes également apparu au cinéma, Stéphane, et dans plusieurs téléfilms. Vous êtes consultant pour les grands événements, tristes ou plus joyeux du Gotha. On a eu l'occasion d'en présenter ensemble, le mariage du grand-duc héritier Guillaume de Luxembourg en 2012, et puis les funérailles de la reine Fabiola en 2014. Grand défenseur du patrimoine aussi. Vous vous engagez bénévolement auprès du président de la République, Emmanuel Macron, pour défendre le patrimoine français. Vous lancez le loto du patrimoine qui connaît un vif succès et ça continue. Et pour être complet, vous avez vous-même mouillé votre maillot, si j'ose dire, en faisant l'acquisition d'un monument historique, l'ancien collège royal et militaire de Thirion-Gardet en Eure-et-Loire. Bon, alors, je sais que vous n'appréciez pas trop ça, mais je dois quand même le dire, vous êtes l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages et votre barrette militaire compte plus de distinctions que le duc d'Édimbourg. Je ne vais peut-être pas faire la liste ici. Chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre des Palmes académiques, l'ordre des arts et lettres, l'ordre de Grimaldi, l'ordre de Léopold, l'ordre d'Adolphe de Nassau, membre de l'ordre de l'Empire britannique, officier de l'ordre de l'honneur et commandeur de l'ordre du mérite du Grand-Duché de Luxembourg. Ce Grand-Duché de Luxembourg dont on va reparler, puisqu'on sait à quel point vous y êtes attaché. Alors, pardon d'avoir manqué d'exhaustivité, mais sachez que vous avez devant vous un homme d'une sincérité sans faille, un vrai gentil, toujours disponible lorsqu'on fait appel à lui, qui a eu la gentillesse, et je t'en remercie aussi, de dédicacer mon premier livre. Stéphane, vous êtes vraiment un grand monsieur, et je vous remercie vraiment, au nom de toute l'organisation de ce soir, d'être présent et d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Thomas. Alors, évidemment, la première question que j'ai envie de vous poser, Stéphane, et c'est une question qui me tracasse, comment fait-on pour avoir autant de vie en une seule, et comment fait-on pour être ici avec nous ce soir ? D'abord, merci. Je suis très, très ému et très étonné de voir autant de monde et très touché que vous soyez aussi nombreux à venir m'écouter. Et on a voulu cette causerie comme un dialogue, d'abord parce que je pense que ça rend les choses aussi plus humaines, plus simples. Ça correspond davantage à mon tempérament que de faire une dissertation un peu docte sur un sujet ou sur un autre, même si je pense qu'on pourra se pencher sur la question de comment raconte-t-on l'histoire aujourd'hui. Alors, comment venir ici ? D'abord parce que, en fait, les grandes conférences liégeoises sont connues en France. Enfin, j'étais très flatté, en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours le sentiment d'être un imposteur. Je me dis, mais non, on ne va jamais me demander telle chose ou telle autre. Et donc, j'étais très flatté quand on me l'a proposé. J'ai dit, non, ça, on ne peut pas refuser une grande conférence liégeoise. Donc, je me suis dit, je veux aller à Liège. En plus, donc, très sincèrement, j'ai dit oui. Maintenant, comment on remplit sa vie ? C'est simple. J'ai un moteur qui est la passion. Et ça rend les choses beaucoup plus faciles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes passionné par ce que vous faites, vous évacuez tout ce qui vous ennuie. Il y a des choses ennuyeuses qu'on est obligé de faire. Mais le matin, j'ai la radio. L'après-midi, souvent, je tourne des émissions. Le week-end, je pars tourner mes secrets d'histoire. Et puis, j'essaye de m'occuper du patrimoine le matin très tôt, le soir. Et donc, on arrive au chausse-pied à faire rentrer dans la chaussure un peu toutes les casquettes de ma vie professionnelle. Et j'ai une philosophie, c'est que chaque activité est une récréation de l'autre. Donc, une fois que je suis à la radio, je suis à la radio. Une fois que c'est fini, je pense à autre chose. Et je passe à l'activité suivante. Et en se disant que c'est autant de passion qu'on partage avec le public. Moi, au fond, j'ai été fait par le public. Alors, un public qui est exigeant, souvent, et c'est tant mieux. Un public qui est fidèle, loyal, qui me connaît depuis très longtemps, et que je ne veux pas décevoir. C'est un peu... Vous savez, je vais vous parler de choses plutôt intimes. J'ai perdu ma mère quand j'étais jeune, et elle était cette figure tutélaire à qui j'ai toujours envie de faire plaisir. Et en fait, le public, c'est un peu ma mère. Vous voyez, je me dis, est-ce qu'ils vont aimer ? Est-ce qu'ils vont aimer ça ? Est-ce que je vais rougir de ce que je fais ? Et donc, voilà, je fais ça pour le public. Et c'est un bon repère. Se regarder dans la glace en se disant, est-ce que j'ai fait quelque chose dont j'ai à rougir ? Donc, j'essaye... Alors, il y a deux choses. De ne pas avoir à rougir de ce qu'on fait. Et l'autre chose, c'est être fidèle à ses rêves d'enfant. Est-ce que je fais ce que j'ai toujours rêvé de faire ? Et en fait, la réponse est oui. Donc,
c'est un bon moteur aussi dans l'existence. Alors, le thème qui nous occupe ce soir, Stéphane, c'est comment raconter l'histoire aujourd'hui. Hein, cette histoire qui peut apparaître, qui a pu apparaître à certaines époques comme quelque chose de, pardonnez-moi l'expression, mais d'un petit peu démodé, anti-télévisuel, et pourtant, avec vous, c'est un véritable plaisir. On va en reparler de cette émission Secret d'Histoire, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de secret, c'est ce que disait Nadia Delay tout à l'heure, pour faire aimer la grande histoire, il faut, au fond, commencer par la petite. Il faut surtout, pour comment raconter l'histoire aujourd'hui, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Et malheureusement, je vois beaucoup de jeunes, de mamans aussi, qui viennent me voir en me disant « Merci, vous avez réconcilié mes enfants avec l'histoire parce qu'au lycée, au collège, ils n'aimaient pas ça. » Et en fait, j'ai regardé les programmes scolaires. Je me suis dit « Mais au fond, pourquoi est-ce que les gamins n'aiment pas l'histoire ?» Parce qu'on présente toujours l'histoire sous forme, depuis 1968, surtout chez nous, sous forme de l'évolution des idées. C'est-à-dire qu'il faut absolument raconter les grands mouvements de la société. Mais comment vous voulez intéresser un gamin de 13, 14, 15 ans avec ces grands mouvements de la société, ces grandes idées abstraites, certes intéressantes et qui font partie de l'histoire, qu'il faut étudier. Mais d'abord, donnez-leur la chair, donnez-leur une histoire incarnée, une histoire qui vibre. Et au fond, le vrai secret d'histoire, c'est ça. C'est de raconter ce qu'on a voulu gommer depuis quelques années, c'est la vie des illustres, ces personnages qui ont écrit l'histoire. À partir du moment où vous entrez dans la psychologie des personnages, à partir du moment où vous expliquez au public que l'histoire, ce sont des passions humaines, et ces passions humaines sont intemporelles. Il y a l'amour, il y a la fortune et le pouvoir. Ce sont les trois grandes passions humaines depuis la nuit des temps. Et ça explique tout. Et à partir du moment où vous prenez ces trois aspects, cette trinité-là, pour expliquer l'histoire, vous arrivez à raconter des personnages, que ça soit Toutankhamon ou Ramsès II, jusque plus récemment Louis-Philippe qui est passé à la télévision. Vous racontez l'histoire à l'aune de ces passions humaines, et surtout vous racontez des histoires personnelles, intimes, vécues, et une histoire dans laquelle chacun de vous, de moi, nous pouvons tous nous identifier. Et je crois que c'est ça le secret, c'est s'identifier à une histoire qu'on raconte, faire en sorte que, certes, ce sont des personnages qui sont peut-être placés par l'histoire sur un piédestal, une position à laquelle on n'est pas appelé nous-mêmes, mais par leur passion, parce qu'ils les habitent, par les sentiments que je vais décrire, eh bien, chacun peut se sentir représenté. Donc voilà comment on peut raconter l'histoire aujourd'hui. Je vais vous faire un aveu. Je n'ai jamais prétendu être un historien, et je ne le suis pas. Je suis un médiateur, je suis un passeur, un raconteur d'histoire. J'ai plutôt envie, dans les secrets d'histoire, de mettre en avant les historiens. Ce sont les historiens qui sont les plus importants. Mais quand ils font leurs livres, souvent, ce sont des livres très doctes, et donc, quand on fait les interviews des historiens, on va chercher l'anecdote, on va chercher ce qui, au fond, est le fait saillant, amusant, distrayant, ce qui va tout d'un coup retenir l'attention des téléspectateurs et dire « ça y est, j'ai compris, je sais avec qui je suis, je comprends la personnalité de cette figure historique emblématique ». Donc, les historiens ne m'en veulent pas, parce que d'abord, je fais vendre leurs livres, ça c'est pas faux, ça. C'est déjà un premier point. Bah oui, vous passez à 20h50, vous mettez à la fin de l'émission la liste des livres de référence, et puis j'ai la modestie ou l'humilité de me placer derrière eux. Si vous prenez une émission de Secret d'Histoire, on m'entend moins, finalement, on me voit dans les lieux, mais on m'entend moins que les historiens qui parlent. Et je crois que c'est ça qui est important. Le secret, c'est d'être didactique sur la forme, très, très divertissant, et très profond et très sérieux sur le fond. Voilà comment on peut raconter l'histoire aujourd'hui. Parfois aussi, ça passe par d'autres canaux, d'autres formats aussi télévisuels. Il y avait encore mardi La Fabuleuse Histoire, qui est une histoire plus quotidienne, de la vie quotidienne des gens. C'est un peu comme celle qui m'a devancé en Grande-Bretagne, qui s'appelle Lucy Worsley, qui traverse le couloir du temps et qui se costume, et qui, voilà, je trouve ça très amusant. C'est une façon de raconter l'histoire. Puis avec Laurent Deutsch, on a fait aussi un autre programme qui s'appelle « Laissez-vous guider », où on fait revivre des monuments.
et on raconte une histoire en allant dans des lieux qui n'existent plus et qu'on fait revivre grâce à la technologie moderne et à la 3D. Tout d'un coup, ces lieux devant nous reprennent corps et on peut les voir devant nous. Donc voilà, je crois qu'il y a plusieurs formats qui permettent de raconter l'histoire. Mais d'abord, c'est de prendre les téléspectateurs pour des gens qui ont soif de cela et qui ont cette appétence. Et ne pas considérer... Ce que je déteste, c'est quand on me dit « Ah oui, mais il faut vulgariser l'histoire ». Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il faudrait devenir vulgaire pour intéresser les gens ? C'est un peu comme si vous expliquiez... Alors, moi, te parler français, toi comprendre, moi, c'est ridicule. Pourquoi est-ce que pour expliquer l'histoire, je serais obligé de raconter l'histoire de façon grotesque, impertinente, insolente, grivoise ou vulgaire? Je crois qu'on peut parler de l'histoire avec simplement des mots que tout le monde peut comprendre, et même s'il y a des mots compliqués, parce que parfois il m'est arrivé sur les tournages, je me souviens très bien, j'étais à Hampton Court en Angleterre, et je racontais l'histoire du roi Henri VIII d'Angleterre, et je parlais d'un sybarite. Mon producteur me dit, alors là les gens t'ont lâché, là, un sybarite. Donc je dis, mais je ne vais pas lâcher, parce que sybarite, c'est d'ailleurs le futur prince de Galles, Édouard VII, est aussi un sybarite, c'est un jouisseur. Donc je vais dire, un sybarite, virgule, un jouisseur. Comme ça, en plus, on apprend un mot. Mais je crois qu'on a le droit aussi d'offrir aux téléspectateurs le meilleur, et de ne pas considérer qu'on doit leur... Je ne supporte pas le ton docte. Moi, je suis le premier téléspectateur de mes émissions. Je me dis, je vais apprendre plein de choses. Et chaque fois qu'on me donne un sujet, eh bien, je lis tout ce qui existe sur le sujet. Alors, j'ai la chance d'avoir une bibliothèque qui est bien fournie, donc je peux même aiguiller la production en disant, mais voilà, alors, il y a un historien spécialiste de Marie Tudor, c'est lui, il faut absolument aller le chercher, donc on va l'interviewer, et puis du coup, moi, je relis tous les livres qui concernent le sujet. Mais je suis le premier à essayer de tout réviser avant de présenter l'émission. Et je crois que c'est ce que le public voit, c'est-à-dire que tout d'un coup, on ne se prend pas la tête, mais on apprend des choses et on se divertit en même temps, c'est le but. Bon, évidemment, ici, avec Secret d'Histoire, on parle d'une émission qui est une exception à la télévision. Est-ce que vous pensez, Stéphane, que c'est un devoir citoyen de parler de l'histoire ? On ne va pas se le cacher, avant Secret d'Histoire, l'histoire n'existait quasiment plus à la télé. Hein. Ce qui me rassure, et ce qui me rassure pour la Belgique d'ailleurs, c'est que depuis 7 ans, Télépro me classe l'émission préférée des Belges dans le domaine culturel. Donc ça fait plaisir. Je sais que, oui, c'est sans doute l'une des choses dont je suis le plus fier. Je crois qu'il y a eu, il y a quelques années, Castelot et Decaux ont raconté l'histoire à la télévision. Ce sont mes illustres devanciers. D'ailleurs, je tiens à le préciser, Alain Decaux n'était pas historien. Alain Decaux était journaliste, et il me l'a toujours dit. Et il m'a dit, fais exactement, suis mon conseil, raconte ce que tu vois, raconte ce que tu sais, mais à la manière d'un journaliste, pas à la manière d'un historien qui revient à ses marottes, qui revient toujours... Non, il faut intéresser les gens. La première chose qui compte, c'est au fond, qu'est-ce qui est le plus important ? C'est qu'il y ait des téléspectateurs, donc il faut intéresser les gens. Eh bien, encore une fois, il faut rendre l'histoire attrayante et accessible à tous. Ça, c'est mon objectif. Alors oui, c'est une exception culturelle, parce qu'évidemment, le paysage audiovisuel a beaucoup changé. Le paysage audiovisuel va vers plus de facilité, vers... je n'ai pas à critiquer, mais voilà, parfois ça me navre quand j'entends notamment ce qu'on appelle, entre guillemets, les héros de la télé-réalité, quand ils parlent de culture générale et d'histoire. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas été dans la même école, vous voyez. Pourtant, l'école, elle est obligatoire pour tout le monde. Elle est la même. Je n'ai pas été dans un collège privé. J'étais à l'école de la République. Je ne sais pas, je ne comprends pas. On n'a pas appris la même chose. Et ce qui était autrefois, ce qui est le plus inquiétant, c'est autrefois, il y avait un minimum qui était su. Il y avait un socle commun à nous tous. On savait un certain nombre de choses. C'était 1515 Marignan, enfin vous voyez, il y avait des choses comme ça, la guerre 39-45, enfin, on le savait. Maintenant, non. Ça ne va plus de soi. C'est quelque chose qu'il faut rebâcher, redire, etc. Et alors, il y a une chose qui m'effraie vraiment. C'est que l'inculture, autrefois, quand on ne savait pas,
on s'excusait. Oh, pardonnez-moi, je ne sais pas, je suis désolé, dites-moi, expliquez-moi. Maintenant, on me dit, je n'étais pas né. J'étais pas né sous Napoléon non plus. Je sais que je suis assez âgé maintenant, mais tout de même. Et donc, si vous voulez, l'inculture historique est revendiquée comme une sorte de médaille. Ah non, on ne sait pas et on s'en fiche. Et on est bien content de ne pas savoir. Et ça me terrifie, parce que, au fond, c'est une boussole. L'histoire est nécessaire dans notre vie. L'histoire nous aide à vivre, nous aide à comprendre le présent, nous éclaire pour l'avenir. Si on ne connaît pas son histoire, on est amené à revivre les pages les plus sombres en permanence. C'est vraiment une boussole. C'est un peu, je donne toujours l'image d'une voiture. Évidemment, il faut regarder devant. Il faut jeter un coup d'œil dans le rétroviseur de temps en temps. Et donc, c'est nécessaire. Un peuple qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. Et je pense, c'est d'ailleurs... En ce moment, le grand jeu, c'est un jeu de quilles européen ou international. On détruit toutes les valeurs qui ont fondé notre civilisation. C'est comme un jeu de quilles. Les unes après les autres, toutes les valeurs sont battues en brèche. Dans une espèce de libération générale, en disant « c'est formidable, faisons du passé table rase ». Mais on va vivre sur un champ de ruines. Ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est « qu'est-ce que vous nous proposez ? Quelle est l'alternative ? Quelle est l'alternative à ce regard historique, ou historiciste en tout cas, d'une civilisation qui s'est construite par sédimentation, qui a accepté, qui a commis des erreurs, qui les répare. C'est cela que j'essaye de dire aussi. Alors, étrangement, il y a une jeune génération qui est en train de le comprendre. Il y a énormément, je vois dans les signatures, dans les conférences, des jeunes de 12, 13, 14, 15 ans qui ont cette appétence de l'histoire, parce que vraiment, tout d'un coup, même qui me disent, avec Secret d'Histoire, depuis 13 ans, vous m'avez donné envie de me réintéresser à l'histoire et voilà, avec les conséquences que ça peut avoir, notamment pour le patrimoine. C'est-à-dire que je vois beaucoup de gens à qui j'ai donné l'étincelle qui a fait qu'ils ont choisi un métier dans les métiers d'art, les métiers du patrimoine, ou travailler dans le tourisme patrimonial. Mais c'est la plus belle récompense qu'on puisse m'offrir. C'est de voir qu'il y a plein de petits Stéphane Bern partout, de gens qui viennent me voir en me disant j'essaie de faire comme vous, regardez, sur YouTube, j'ai fait ma vidéo, ça me rend, non pas jaloux, mais ultra fier. C'est-à-dire que si on a semé une petite graine qui fait qu'on va regarder le monde autrement. Et regarder le monde autrement, c'est le regarder justement avec... en n'oubliant rien de ce qui a constitué notre histoire. Je ne comprends pas, moi, les gens qui veulent faire abstraction, de dire tout ça n'intéresse personne, tout ça c'est le passé. Et alors qu'en fait, tout nous rappelle en permanence notre histoire. Parce que quand les langues se taisent, parce qu'on n'a plus appris à l'école, les pierres parlent encore. Et quand on veut détruire des pierres, et vous savez mon combat pour le patrimoine, eh bien immédiatement, il y a des langues qui se délient et des voix qui se lèvent pour interdire cette destruction de la mémoire collective. C'est important, parce que cette histoire, c'est ce qui fait qu'on est tous reliés les uns aux autres. C'est ce qui fait aussi, et on est à quelques semaines des élections européennes, c'est ce qui fait que quand vous allez, par exemple, de la Sicile jusqu'en Russie, il y a une vraie familiarité. On est dans le même continent, on a un langage commun, celui du baroque, par exemple, celui de la construction du Moyen-Âge, celui des remparts, cette même construction, ce qui a fait qu'on n'avait pas constitué l'Europe en tant que marché commun, mais c'était une Europe qui circulait, qui vibrait à travers les monnaies, à travers les livres. On est cette année, c'est le 500e anniversaire de la Réforme, 500e anniversaire de la Renaissance. Les idées ont circulé. Comme vous le savez, juste avant, quelques dizaines d'années avant, Gutenberg avait inventé l'imprimerie, ce qui a permis de traduire, ce qui a permis d'écrire, d'imprimer et de faire voyager les idées et les écrits. On appartient tous à ce même continent. Et c'est ce qui fait qu'on est reliés les uns aux autres. Nier l'histoire, c'est se couper non seulement de nos racines, mais c'est se couper
les uns des autres. Et c'est ce qui produit, je crois, des drames absolus en ce moment. Donc j'invite tout le monde, au contraire, à relire notre histoire. Alors on peut avoir un regard critique. Et je sais qu'en Belgique, il y a... je lis la presse belge tous les jours. Je ne sais pas si je fais bien, vous me direz. Mais il y a plusieurs presses belges. Hein. Je lis la bonne, je crois. Ah d'accord. On ne donnera pas je de lis nom, la Stéphane. Libre Belgique. Ah, d'accord. Trop tard. et je lis aussi le soir, pour équilibrer. Non, mais je lis parce que je trouve que, voyez-vous, je vais vous faire une confidence. J'aime les Belges, ce sont des francophones sans arrogance. Et chaque fois que je suis en France, après je traverse la frontière, et je me dis, mais pourquoi est-ce que nous, on est aussi sûrs de nous et dès que je traverse la frontière de ce côté-là, je vois des gens qui ont du recul, de l'humilité, de l'autodérision, qui se moquent d'eux-mêmes et qui ne se prennent pas au sérieux. Mais voilà. Donc quand je lis la presse belge, je vois que c'est une préoccupation que vous avez de relire l'histoire. Aujourd'hui, on relit le passé colonial de Léopold II. Je trouve que c'est un débat qu'on peut avoir. C'est intelligent, c'est intéressant, à condition de ne pas être campé sur des positions purement idéologiques, mais simplement de faire une vraie relecture de l'histoire en s'appuyant sur les travaux d'historiens et en discutant. Donc voilà un peu ce constat un peu amer, à la fois d'être une espèce d'ovni, d'être à la télévision. J'ai mon meilleur ami qui est Franck Ferrand, qui fait aussi des émissions merveilleuses, notamment maintenant à la radio, parce qu'il a eu le malheur d'être peut-être plus virulent que moi à la télévision. Il a été privé d'une antenne ou d'une autre, mais il continue par ses livres et on travaille ensemble. Et il y en a d'autres, heureusement. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne pourra plus faire abstraction de l'histoire à la télévision, dans les médias. C'est un sujet qui passionne les gens. Je vois que Secret d'Histoire est devenu aussi un magazine, qui est le premier magazine d'histoire en France. On en vend 40 000 exemplaires, ce qui est quand même colossal. Je le dis d'autant plus que j'ai pas de part, hein, c'est pas moi qui l'édite, il y a ma photo simplement, et il me demande un édito de temps en temps. Mais je crois qu'il y a une appétence des Français de plus en plus importante pour l'histoire. Mais je vais vous faire une confidence, parce qu'il y a deux catégories de profs d'histoire. Il y a les profs d'histoire qui me disent « Ah merci, parce que moi je ne peux pas enseigner ce que vous faites à mes élèves, mais je leur dis de regarder Secret d'Histoire après pour compléter. » Donc ça, c'est ce que je préfère, évidemment. Et c'est grâce à eux, d'ailleurs, qu'on m'a donné... Ce qui faisait rêver Pagnol, c'est les palmes académiques. Parce que ça, évidemment, c'est comme... Vous êtes, de quelque sorte, vous enseignez l'histoire grâce à la télévision. Et la télévision redevient, de ce fait, un outil culturel. Et puis, il y a d'autres profs qui me disent « Mais vous n'êtes pas historien ?» Je dis « Vous non plus. » Et donc... Moi, contrairement à vous, je ne prétends pas raconter l'histoire. Et alors, ce qu'on me reproche, c'est de raconter une histoire frivole, pour eux frivole, humaine, comme je vous l'ai dit, une histoire incarnée de chair et de sang. Et surtout, une histoire racontée dans les lieux où elle s'est déroulée. Parce que je crois qu'il y a une géographie de l'histoire. Vous racontez d'autant mieux l'histoire que vous êtes dans les lieux où elle s'est produite. C'est la raison pour laquelle je vais me moquer un petit peu de moi-même. J'enfonce des portes ouvertes. Vous avez vu, c'est ma spécialité, j'ouvre des portes dans l'émission. Mais parce que c'est d'abord, c'est une invitation à entrer dans l'histoire, et d'autre part, on comprend mieux. Je vous donne un exemple. Les historiens, je devais raconter l'histoire de Marie-Antoinette et de la journée du 6 octobre 1789. Mais vous pouvez raconter ça de façon docte et pédante. Mais le plus simple, c'est d'être dans la chambre de la reine, d'avoir l'autorisation, parce que j'ai la chance d'être qui je suis et que maintenant ils me font confiance, et de passer mes lundis au château de Versailles, où j'ai connu les gardiens quand j'avais 17 ans, parce que hôte d'accueil, ça veut dire Monsieur Pipi, hein, c'est celui qui indique les toilettes. Enfin, c'est pour ça que je veux pas que vous pensiez que j'étais conférencier à 17 ans.
Mais, donc ils me connaissent parce que les gardiens sont inamovibles, ce sont les mêmes. Et donc, ils me voient faire, ils disent « Ok, il a l'autorisation ». Je suis derrière la balustrade de la chambre de la reine. Déjà, on peut expliquer pourquoi il y a cette balustrade, le profane, le sacré. Vous pouvez raconter ce qu'était la chambre de la reine, et vous passez par la porte sous tenture. Derrière cette porte sous tenture, quand vous regardez le lit de la reine, c'est celle à gauche. Ah oui, on ne peut plus voir, c'est en restauration pendant 2 ans. Enfin, si vous voyez la photo et si vous y retournez. Et à gauche du lit de la reine, il y a une porte sous tenture dissimulée, vous l'ouvrez, et là, il y a un couloir, un corridor, qui va directement dans la salle, en passant par les petits appartements, le petit cabinet de la reine, vous passez dans la salle de l'œil de bœuf, et la salle de l'œil de bœuf dans la chambre du roi. Donc, c'est le chemin qu'a pris le roi Louis XVI pour aller retrouver la reine, sauf que la reine était passée par ce même corridor, mais il y a une petite porte à gauche dans le corridor qui descend dans les appartements du rez-de-chaussée et qui mène chez ses enfants. Ça raconte qui elle est. Elle est d'abord mère, elle va chercher ses enfants. Et donc, ça a l'air de rien, vous racontez une anecdote, des histoires de corridors, de couloirs. Mais en fait, vous racontez une histoire humaine. Comment la psychologie des personnages, à quoi on pense quand on est face à une révolution. Vous racontez des événements, vous perdez votre souffle, vous êtes là, haletant, en train de montrer ce qui se passe. Moi, j'ai le sentiment de raconter l'histoire à ce moment-là, de la vivre même, d'être dans les lieux et de pouvoir la partager avec le public. Parce qu'évidemment, les caméras n'y entrent pas habituellement. Enfin, le public n'y entre pas. Donc, grâce aux caméras, le public peut y entrer. Et là, je suis dans mon rôle de service public. Même chose quand je suis dans tous les appartements où j'ai la chance de tourner, dans tous les palais du monde, dans les pyramides d'Égypte, Enfin voilà, c'est-à-dire que vous offrez une possibilité aux téléspectateurs d'entrer là où le public n'a pas forcément accès. Et je crois que quand on imagine les secrets d'histoire, on imagine aussi non seulement la liste des historiens qui vont pouvoir en parler le plus sérieusement et le plus doctement possible, mais en même temps les lieux où j'ai envie de tourner, les lieux qui vont raconter le mieux cette histoire, et où on va la comprendre, on va la rendre accessible à tous. Et ça, pour moi, je crois beaucoup à cette géographie de l'histoire. J'étais très long, hein, Thomas. Non, mais c'est le but. C'est vous qui parlez, Stéphane. Moi, je ne fais que poser des questions. En tout cas, si vous vous demandiez encore comment raconter l'histoire aujourd'hui, je pense que vous avez la réponse ce soir. Hein. Merci beaucoup, Stéphane, de nous faire partager votre passion. Alors, comme vous l'avez souhaité, hein, puisque Nadia Delay l'a dit tout à l'heure, je vous ai préparé des questions de tout type, vraiment de tout type. Sur l'histoire, évidemment, mais aussi sur d'autres choses, parce que, je le disais, vous êtes multiples, et donc il fallait évidemment cette grande boîte Ediard pour y mettre toutes les questions. Vous m'avez demandé de pouvoir tirer chaque fois au sort, de piocher, alors allez-y. Sachez que les tubes les plus longs sont les questions un peu plus essentielles, on va dire. Et les petites, c'est un peu les moins. plus longs, très bien. Voilà, donc on essaye. Il faut commencer par les plus longs. Donc en fait, c'est pas au hasard. Bon, je prends si. Allez-y. Je prends le premier qui arrive. Non, je trouve que c'est amusant parce qu'au fond, j'ai dit à Thomas que je connais un petit peu, il n'y a pas de question taboue. Il n'y a aucune question indiscrète. Les réponses peuvent l'être, mais aucune question ne me gêne. Ma vie est en transparence. Je fais ce métier avec toute la sincérité possible. Ce que vous voyez à la télévision, c'est ce que vous voyez dans la vie avec moi. C'est-à-dire, je ne suis pas différent de ce que vous voyez. Moins maquillé parfois, donc... non, parce que les gens me disent, vous faites plus jeune quand on vous voit qu'à la télévision. Donnez-les-moi, je vais arriver à les ouvrir. Parce qu'en plus, vous avez scotché tout oui, ça. Oui. Ma femme a très bien fait les choses. Ouais. Très très bien même. J'y arrive, voilà. Ah oui, qu'est-ce que c'est alors ça ? Il y a vraiment de tout, hein, je précise, il y a même des questions un petit peu dangereuses. Hein. Comment un homme comme vous a-t-il fait pour se retrouver sur les bancs d'une école de commerce ? Au fond, on n'est pas loin de l'histoire ici. Pour faire aimer l'histoire, il s'agit d'abord de bien la vendre. Ah ouais ? Je sens votre esprit. Non, au fond, c'est simple. C'est que je me suis dit, je répondrai simplement, j'étais un élève moyen. J'étais au lycée Carnot à Paris. Je suis d'une famille où on croit beaucoup à la culture pour s'élever dans l'échelle sociale. Mes grands-parents étaient artisans horlogers.
à Lyon. Mes autres grands-parents luxembourgeois étaient commerçants. Et donc, pour s'élever dans l'échelle sociale, on m'a inculqué une idée, c'est la culture. Il fallait être cultivé, travailler, apprendre, cette soif en permanence. Donc j'ai un frère qui est polytechnicien, un frère aîné, et mes parents, je les entendais, ils disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire du petit? Parce qu'il a l'air quand même d'aimer des trucs bizarres. Et vous avez un point commun avec Michel Drucker. Hein, oui, absolument. Qu'est-ce qu'on va faire du petit? Oui. En plus, mes parents s'inquiétaient d'autant plus que ma mère luxembourgeoise avait épousé un Français, et à l'époque, quand vous épousiez un Français, vous perdiez votre nationalité. Et donc, elle était devenue plus française que française, et j'allais dire plus républicaine que républicaine. Et donc, elle voyait que... Moi, chaque fois que je revenais de mes vacances chez mes grands-parents luxembourgeois, mais on parlera peut-être du Luxembourg plus tard, eh bien, j'étais à fond pour ma famille souveraine. Il y avait des photos de la famille souveraine partout dans ma chambre. Donc, mes parents s'inquiétaient vraiment. Parce qu'ils pensaient que ça ne faisait pas un métier, voyez-vous. Que c'est pas en étant groupie du Grand-Duc et que ça allait me trouver. Donc un frère polytechnicien, moi de l'autre côté, qui collectionne les cartes postales de la famille grand-ducale, c'était quand même mal barré dans la vie. Et donc, à ce moment-là, j'étais au lycée Carnot, j'étais moyen, bon, je passe le bac, et puis il y avait la prépa HEC, comme j'avais un bon carnet de notes, j'avais une bonne vue à l'époque, et j'ai intégré, non, je n'étais pas très bon en maths et en physique, hein, quand même, il faut le dire. J'ai quand même réussi à intégrer, donc prépa HEC, et la première année, miracle, j'intègre Subdeco Lyon, l'EM Lyon, parce qu'aujourd'hui elle est très prestigieuse, hein, c'est la 4e française, donc l'EM Lyon. Je me dis, je vais faire ça, comme ça j'aurai un beau diplôme. 3 ans plus tard, j'ai encadré le diplôme, je l'ai offert à mon père, et je lui dis, maintenant je peux faire ce que je veux, c'est ça? Elle me dit, oui, t'as un viatique pour la vie, c'est comme un passeport, si vous voulez. C'est une poire pour la soif. Si jamais, dans mes passions que j'allais vivre, j'étais nul, ou ça ne marchait pas, eh bien, au moins, j'avais un diplôme qui me permettait de trouver du boulot. Et je suis reparti à 0. D'abord, je suis devenu indépendant. J'ai mangé des pommes de terre et des pâtes en alternance, dans une chambre de bonne. Et donc, je sais ce que j'ai commencé en sachant ce que c'est que la vie, en quittant le nid douillet familial. Et je me suis dit, moi, ce que je veux, c'est devenir journaliste. Je veux raconter des histoires. Et la chance m'a souri. J'ai commencé, vous le rappeliez, avec Dynastie, parce que à ce moment-là, j'étais très proche du comte de Paris, de feu le comte de Paris grand-père, et il lançait un numéro 1 avec l'histoire du comte de Paris. Je l'ai écrite, j'ai été embauché, et j'ai fait tous les numéros de Dynastie. Et dans le même temps, notre grande-duchesse Charlotte, la mère du grand-duc Jean, est décédée le 10 juillet 1985. À force de vivre dans l'histoire, on perd ses repères. Le 10 juillet 1985, j'avais préparé, j'ai vite écrit et je l'ai proposé au Figaro, madame, et ça a été mon premier article. J'avais tellement honte pour mes parents de devenir journaliste que j'ai signé sous le nom de Frédéric Delpech. Pourquoi Delpech, je ne saurais jamais, mais j'ai signé sous un autre nom. Et en fait, ça a commencé à marcher. On me demandait des papiers, des articles, comme je connaissais bien ces sujets, et voilà comment... Mais j'ai rien vendu, j'ai jamais été très doué pour me vendre moi-même. Mais simplement, ça rassurait mes parents. Et puis, ils ont eu le sentiment, ça a commencé à... Allez, ça a mis 4 ans, 3 ans. En 88, j'ai sorti mon premier livre qui s'appelait L'Europe des rois, préfacé par l'archiduc Otto de Habsbourg. Et là, mes parents m'ont dit « Ah oui, quand même, t'as un métier. » Et voilà, mais j'ai mis longtemps avant d'avoir un peu d'assentiment. Mais aujourd'hui, je crois que... Enfin, ma mère qui est au ciel doit être très fière, et mon père l'est. Donc, oui, parce que vous aviez dit à votre père, Stéphane, moi, un jour, je serai invité chez le Grand-Duc Jean. Alors, c'était en fait pour manger proprement, mais ma mère avait trouvé comme seul motif pour vous raconter ce qui se passait à la maison. J'étais très jeune, évidemment. Est-ce que tu te comporterais comme ça si tu étais chez le Grand-Duc et la Grande-Duchesse? Comme c'était un peu ma carotte, si vous voulez, pour...
je peux vous dire, ça s'est très bien passé. J'ai eu souvent l'occasion d'aller déjeuner ou dîner avec eux et chez eux, et ça s'est toujours très bien passé. Mais je repense toujours à cela. Et c'était mon rêve. Je me disais, on passait devant les grilles du palais, je disais, mais moi un jour j'entrerai là. Et ce qui est fabuleux, c'est là où on voit que la pensée est créatrice et que la pensée est positive. Si vous rêvez d'une chose, méfiez-vous de vos rêves parce que ça finit toujours par se réaliser. Je disais, je veux absolument aller rencontrer mon grand-duc et ma grande-duchesse parce que c'était les héros de mon enfance. Je priais le soir pour qu'ils dorment bien. Mais les prières d'enfants, c'était... Je priais pour notre grand-duc et son auguste épouse. D'ailleurs, au début, je croyais qu'elle s'appelait Auguste. Mais, et en fait, c'était Joséphine Charlotte, évidemment. Et pour le grand-duc Jean, vous avez bien fait, il est toujours là. Mais d'abord, il est toujours là, j'ai bien prié quand même. 97 ans quand même. Et ce qui est incroyable, c'est qu'un jour, j'avais 10 ans, je lui ai écrit en disant, mais mon plus grand rêve dans la vie, c'est d'avoir une photo. Il m'a envoyé la photo, je l'ai toujours. Donc c'est que des histoires comme ça incroyables. Et je disais, en passant devant le palais, moi un jour je veux vraiment entrer et aller les voir. Et j'ai été le premier journaliste au monde, je peux m'enorgueillir au moins de ça, à les interviewer. C'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais donné d'interview. Il y avait ils apparaissaient devant la presse, évidemment, mais ils ne parlaient pas. Il y avait toujours les caméras ou les photographes. Et les gens relataient. Ils étaient là, ils se parlaient entre eux, mais ils ne parlaient jamais à la presse. Et j'ai été le premier, en 1989, pour leurs 25 ans de règne, j'ai été le premier à aller les interviewer. C'était fascinant. J'avais l'impression de vivre un rêve éveillé. Et voilà, et de rencontrer notamment la grande-duchesse Joséphine Charlotte et le grand-duc Jean. Donc c'était vraiment, j'ai vécu mes rêves. Donc depuis, il n'y a plus vraiment de névrose, vous voyez, parce que quand vous rêvez d'une chose et que ça se produit, c'est incroyable. Hein. On retiendra quand même, méfiez-vous de vos rêves, ils risqueraient de devenir réalité. Oui. Ouais, c'est pas mal ça. À méditer. Stéphane, donnez-moi le papier, parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses que vous avez déjà abordées. Donc je préfère quand même... Oui, surveillez. Je promets, je lis la question. Hein. Oui. Vous avez encore pris un long? Ben oui, parce que vous m'avez dit que les longs sont essentiels, alors que les autres sont secondaires. On prendra des petits aussi. Ça tombe très bien, on va parler un peu de la Belgique. Ah, de la Belgique. Alors, vu sa proximité avec la France, ça c'est aussi un long débat, un grand débat. Pensez-vous que la Belgique, c'est un peu provocateur, pourrait un jour devenir un département français? Alors voyez-vous, j'ai toujours eu en grippe les rattachistes. Oui. Pour une raison simple. Pourquoi, alors que vous avez 1001 raisons d'être fier d'être belge, vouliez-vous vous arrimer à un pays qui marche moins bien que le vôtre? Déjà. Waouh. Quel bel hommage. C'est incroyable. Écoutez, certains de nos pays, je reprends l'exemple luxembourgeois, était un département des eaux et forêts. Ça s'est très mal passé. Franchement, l'indépendance de la Belgique est une chance pour la Belgique. Et surtout son unité. Et surtout son unité dans la diversité. Et c'est une richesse que chacun doit prendre en compte. J'ai une tendresse particulière pour la Belgique. Mais vraiment. Je ne sais pas pourquoi, depuis tout petit, j'ai toujours adoré la Belgique. Parce que, encore une fois, d'abord les Belges sont très accueillants, se prennent pas au sérieux, alors que nous, on se prend, et je me mets comme Français, on se prend très au sérieux. Et vous avez un gros défaut, c'est de en permanence regarder ce que pensent les Français, ce que pense la France, avec ce complexe d'infériorité qu'ont aussi les Luxembourgeois, qu'ont les Suisses. C'est toujours le grand pays. Mais écoutez, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres, d'abord. Et ensuite, franchement, soyez fiers d'être belges. Que serait la France, la littérature française sans les Belges? Que serait la chanson française sans les Belges? Que serait le cinéma français sans les Belges? C'est vrai. Donc, encore une fois, on vous doit beaucoup de choses. Est-ce que je peux faire
j'ai une passion pour le roi et la reine. Mais je le dis haut et fort, j'ai une passion pour le roi et la reine. Et pas seulement avant de les connaître, mais encore plus depuis que je les ai rencontrés. On ne doit pas dévoiler la couronne, comme dit l'expression. Mais simplement, je trouve que ce sont des gens d'une qualité exceptionnelle, rare, d'une écoute, d'une attention, ils vous font croire, et je l'ai cru volontiers, que vous étiez au moment où ils vous parlent la personne la plus importante de leur journée, et en se souvenant la fois d'après ce que vous leur aviez dit la fois précédente. Et c'était, vous savez, ça a commencé une chose simple. Un jour, on me demande, le roi Albert m'avait fait officier de l'ordre de Léopold. J'étais très reconnaissant, décoré par Didier Renders. Je suis venu recevoir ça, la famille royale était présente, j'étais très honoré. Et on me demande un jour, c'est l'ordre de Léopold, me demande, écoutez, voilà, est-ce que vous feriez une causerie au Sénat belge sur qu'est-ce que la chevalerie aujourd'hui? Je travaille, mais je travaille vraiment, et vraiment en reprenant les textes anciens sur la chevalerie, sur ce que ça pourrait être aujourd'hui, le sens du sacrifice, du service, voilà, quelle croisade il faudrait mener aujourd'hui, et notamment, pour moi, je termine sur le rôle que doivent jouer les humanitaires, et que s'il y a des croisades aujourd'hui, elles sont forcément humanitaires. Et je parle au Sénat, j'avais la jambe qui tremblait, je m'en souviens encore, parce que vous êtes sur la tribune, et vous avez les sénateurs qui sont là, tous, devant vous, la salle est impressionnante, hein. Et au premier rang, face à moi, le roi. Waouh! Il me dit quand même, là, faut pas se planter quand même, la pression est forte. Et en quittant, donc je fais mon texte, je fais mon discours, je dois dire c'est assez vibrant, j'y mets beaucoup de passion, j'y mets beaucoup d'émotion aussi, parce que je parle de choses qui me touchent. C'est au fond la question qu'on se pose tous ici dans cette salle. C'est au fond, on sert à quoi? Pourquoi sommes-nous sur Terre? Quel rôle chacun à notre place nous pouvons jouer? Quelle est notre vocation? Est-ce que c'est juste de jouir des plaisirs, de savourer notre position, ou est-ce qu'on a été mis ici pour remplir une mission? Donc, c'est des grandes questions fondamentales et presque philosophiques, et j'essaie d'y répondre à travers ce sujet qu'on me donne sur la chevalerie. Je sens bien que ça impressionne la salle. Là-dessus, je me remets à ma place sur le côté, et le roi repart. Et en s'arrêtant, il me dit « Chacun de vos mots a résonné en moi. » Oh, vous dites là, on va parler d'âme. Et ensuite, il y a une sorte de petit cocktail, vous êtes amené devant le roi, et on parle justement de ce rôle que chacun... Quelle est la mission de chacun sur Terre? Quelle est sa mission à lui? Quelle est la mienne? Et c'est incroyable, comme tout d'un coup, on est de... Waouh, j'ai découvert quelqu'un qui est pas un grand communicant, c'est pas quelqu'un qui s'exprime énormément, et c'est tant mieux, parce que, vous savez, les tonneaux vides sont ceux qui font le plus de bruit, c'est un proverbe chinois, et c'est bien de temps en temps retenir sa langue, ne pas trop s'exprimer. Et j'ai découvert un homme incroyable, et la reine est une dame, une grande dame, qui a une passion pour l'histoire. Vous me tendez une perche puisqu'on parle de la monarchie. Forcément, la France, la Belgique, le Luxembourg, 3 nations que vous connaissez bien, 3 systèmes institutionnels que vous connaissez bien. Diriez-vous, comme mon collègue Christophe Giltet, qui est d'ailleurs liégeois, et qui a écrit un livre dont le titre est « La France choisit son roi ». Êtes-vous d'accord avec lui? Oh, c'est au-delà de cela, cher Thomas. C'est que la Belgique est une monarchie républicaine et la France est une république monarchique. Tout est dit. Et le plus démocrate n'est pas celui qu'on croit. C'est que vous, il y a du suffrage, évidemment,
vous avez des élections dans quelques semaines et je me garderai bien d'interférer ou d'entrer dans... Mais tout de même, il y a le suffrage à la proportionnelle. C'est une véritable démocratie qui est d'autant plus vivante qu'il y a la figure royale qui permet justement de permettre à tous ces gens différents et parfois contradictoires et antagonistes de vivre en parfaite, on peut l'espérer, en parfaite harmonie. En France, tout se décide au niveau du chef. C'est-à-dire, c'est une monarchie d'Ancien Régime. Je vous assure, je le vois dans ma mission patrimoine, je peux vous donner maints exemples où, une fois on m'a dit, l'Élysée veut que... J'ai appelé le président, je me suis dit, c'est plus simple. Et en fait, non, c'est la cour, alors qu'il n'y a pas ça en Belgique. Donc je vous assure, on est une république monarchique et qui a un problème. Elle est très monarchique, notre république, par son attitude. Par exemple, en politique, on parle de dauphin, il y a un protocole, il y a une dépense, une gabegie, un protocole d'État qui est très lourd. Et à côté de ça, chaque fois qu'on veut insulter quelqu'un, on parle de la monarchie. Alors on dit, ah ben voilà, c'est le principe monarchique, mais on le vit. On est dans une monarchie, c'est quand même fou. On singe la monarchie sans avoir tous les bons côtés. Et les bons côtés de la monarchie, c'est une famille indépendante, au-dessus des partis, qui incarne l'unité, l'identité du pays, qui incarne également la continuité des institutions, qui n'est de parti pris, d'aucun parti pris, qui appartient à aucun intérêt particulier, qui ne peut pas être soupçonné d'avoir touché des uns et des autres. Et surtout, contrairement en France, où c'est le capitaine d'une des équipes qui est sur le terrain qui devient l'arbitre. C'est impossible en foot. Ça ne s'est jamais produit. Donc, non, je le vois. Et puis, un petit pays a tout avantage à avoir une monarchie. Parce que la Belgique rayonne dans le monde comme le Luxembourg par la monarchie. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai vu que la reine des Belges était allée faire un voyage en Afrique. Je lisais les articles, étaient partout. C'est-à-dire que la surface que vous occupez sur une carte, sur un globe, tout d'un coup est décuplée par la figure royale qui voyage. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas voir. Et je sais, comme je lis la presse belge, on voit toujours ici, alors, comme en France, on a tous des âmes de comptables. Combien ça coûte? Et si on prenait le problème à l'inverse, combien ça rapporte? Est-ce que... J'ai posé la question à Didier Reynders et à la princesse Astrid. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de contrats qui se signent avec les missions économiques qui à la fois donnent des emplois, parce qu'ils ouvrent des portes. Et je vais vous donner un exemple. C'est-à-dire que la famille royale ouvre des portes, met le pied dans l'embrasure de la porte, et tous les chefs d'entreprise se glissent derrière, sont dans l'avion, et ils entrent, ils signent des contrats, et ça crée de l'emploi, et ça crée des richesses pour les Belges. Franchement, avec tout ce que ça rapporte, on peut de temps en temps autoriser qu'il y ait une réception un peu plus fastueuse, non? Oui, c'est mon avis, hein, je ne vous demande pas de le partager. Et il faut rappeler qu'une république coûte 3 fois plus cher. 3 fois plus cher. Oui, on a fait un calcul comptable. Parce que nous, en plus, on a des élections. On a des élections législatives, mais on a une élection présidentielle qui est celle qui coûte le plus cher. Et en plus, le train de vie de l'État et de la République est doublé chaque fois. Donc, on a fait... J'ai vu que la monarchie britannique coûtait 50 centimes d'euros par an et par habitant. En France, c'est 3 euros par an et par habitant. Et personne ne le remet en cause. On continue ? Alors, j'en prends un grand. Vous êtes maître de vos questions, en fait. Bon, on a déjà abordé beaucoup de choses, hein, donc on risque peut-être de se répéter. Donc, il y a évidemment des sous-questions. Et il y a vraiment de tout. Il va tout déchirer. Oui. Mais attendez, il y avait un... Ah, il y en avait deux ? C'est les babouchkas, là. Il y a des... Voilà. Oh là. Qu'est-ce donc ? Oula. Ah, oula, oui. Oui. Ah, oui. On a déjà un petit peu abordé. Hein. Stéphane, vous ne faites pas mystère de vos amitiés avec l'actuel président français Emmanuel Macron, engagé que vous êtes depuis 2 ans auprès de l'Élysée pour une mission d'identification et de sauvetage des monuments, bâtiments en péril du patrimoine. Est-ce un rôle que vous avez toujours voulu jouer? Sous-entendu, la politique vous tend les bras. Est-ce quelque chose que vous appréciez? Non, je suis obligé de faire avec la politique, oui. Mais ça ne m'intéresse pas.
le pouvoir ne m'impressionne pas. Parce que, étant monarchiste, évidemment, je sais qu'il y a toujours une couronne au-dessus. Et que donc, le pouvoir ne m'intéresse pas, puisque, enfin, au sens... ce qui m'intéresse, c'est le podérer, faire des choses utiles pour mon pays. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse davantage. Alors, quand j'ai été nommé chargé de mission, on a dit, ah ben voilà, il est nommé parce que c'est l'ami de Macron. Mais d'abord, j'ai rassuré tout le monde. Depuis que j'ai l'âge de 15 ans, c'est-à-dire à une époque où le président n'était pas encore né, je m'intéressais déjà au patrimoine et j'adhérais déjà à des associations de sauvegarde du patrimoine. On vous a parlé de mon expérience au château de Versailles, j'étais adhérent, j'aidais déjà. Et il se trouve que un jour, enfin vous connaissez l'histoire parce que je l'ai raconté partout, c'est que il était passionné de secrets d'histoire, son épouse aussi, j'ai dîné avec lui quand il était encore ministre, et on est arrivé à parler de politique, enfin de l'histoire dans la vie politique. Et je lui dis un jour, mais je lui dis c'est fou, tu sais, j'ai une intuition, si tu te présentes, tu seras élu. Il me dit, t'es sûr? Je lui dis, oui, présente-toi, tu seras élu. Il me dit, c'est pas exclu. Bon. Et je lui dis, mais si un jour t'es président, voilà ce qu'il faudrait faire pour le patrimoine. Et je lui dis, ben voilà, il y a une idée que j'ai depuis des années, que c'est de faire un loto du patrimoine. Parce que ça marche en Angleterre, c'est ce qu'on appelle le National Trust Lottery. Et avec le National Trust, ils sauvent des centaines de monuments tous les ans. Ils restaurent. C'est pas un impôt. Ça ne coûte rien à la collectivité, c'est ludique, l'argent va aux gagnants, et c'est la part de l'État qui est reversée au patrimoine. Ça prend à personne, tout le monde est content, il n'y aura pas d'opposition, enfin je croyais, j'étais un peu naïf. Mais voilà, toujours... Et une fois qu'il est élu président, 15 jours après, il m'appelle et il me dit, tu sais toutes les idées que tu m'as données, est-ce que tu les mettrais en place? J'ai dit oui. C'est pas au moment où le chef de l'État vous dit, tout ça, tu as proposé plein d'idées, est-ce que tu veux servir ton pays? Ben oui, moi je veux servir mon pays. J'ai aucune raison. On se parlait toujours tout à l'heure de la vocation. On sert à quoi? On est là pour servir. Il y a des gens qui sont là pour se servir. Moi j'ai été éduqué avec le sens du devoir, l'idée de servir. J'ai envie de... Quand j'étais petit, je rêvais de mourir pour mon grand-duc. Bon, il ne me l'a jamais demandé non plus. Mais... je lui ai dit, il n'y a pas très longtemps, je lui ai dit, je me ferai trouer la peau pour vous. Et il me dit, mais je ne vous le demande pas, Stéphane. Je préfère que vous soyez vivant. Je lui dis, moi aussi, mais bon, quand même. Donc, c'est pour ça que j'ai souhaité absolument redevenir luxembourgeois, en même temps d'être français. Mais en tant que Français, j'ai envie de servir mon pays en sauvant le patrimoine. Parce que sauver le patrimoine, c'est sauver aussi l'âme d'un pays, c'est sauver sa mémoire, c'est sauver son histoire, c'est restaurer de l'économie dans les territoires, c'est dire aux gens, c'est pas parce que j'entends maintenant, on me dit mais est-ce que vous croyez pas qu'il y a d'autres priorités pour aider les gens? Mais quand je suis allé voir les Gilets jaunes dans les ronds-points, ils me disaient merci pour ce que vous faites pour le patrimoine, parce que ce que je fais pour le patrimoine local, ça crée de l'économie localement, ça rebooste l'économie, ça donne de l'emploi, ça donne du bien-vivre, du pouvoir d'achat. Et ça, le président Macron l'a vu, parce qu'il est venu chez moi dans le Perche, au collège que j'ai restauré, uniquement avec mes moyens, en m'endettant jusqu'à la fin de mes jours. J'ai restauré un monument, et j'ai participé à faire revivre le village. Du fait que le monument était restauré, il y a une auberge qui a ouvert, il y a des commerces qui se sont réouverts. Là-dessus, vous créez une économie. Ça a été mon laboratoire. J'ai vu ce qu'on pouvait faire avec un monument qui est en bon état. À l'inverse, un monument qui est à l'abandon, les gens disent « l'État nous a abandonnés ». C'est-à-dire ce sentiment d'être loin de tout, d'être les laissés pour compte de l'État. Et vous savez que la moitié des monuments français sont dans des communes de moins de 2000 habitants. Et en ce moment, on essaye de refaire le lien avec la ruralité. Mais la meilleure chose à faire pour resserrer les liens avec la ruralité, ça reste évidemment avec le patrimoine. Parce que ce patrimoine est souvent la seule source de bien-être dans un petit village. C'est son église, c'est son lavoir, c'est
c'est le patrimoine vernaculaire, c'est parfois le château qui est à quelques kilomètres, évidemment, et qui donne de l'emploi. 500 000 emplois sont directement impactés par le patrimoine en France. 60 milliards d'euros du PIB, c'est autant que l'agriculture. C'est pas négligeable. Et je vais vous dire mieux, c'est un patrimoine, ce patrimoine crée une industrie qui n'est pas délocalisable. Les usines peuvent partir en Hongrie, en République tchèque, mais pas les vieilles pierres. On ne va pas les déplacer une par une. Et donc, c'est ce que j'essaye de montrer. J'essaye partout d'expliquer que le patrimoine, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. C'est qu'on investit dans l'avenir. Parce que les jeunes générations, et je veux rendre le patrimoine dans un meilleur état que celui dans lequel on l'a trouvé, pour permettre aux jeunes générations eh bien d'avoir un outil. La France est le premier pays visité au monde. Vous savez que la France reçoit 90 millions de touristes. Alors, ils ne viennent pas pour notre don des langues. Et je crois qu'ils ne viennent pas non plus pour notre sourire ni notre amabilité. Mais ils viennent. Ils viennent voir nos trésors, les trésors naturels, que sont la Méditerranée. Je sais que vous en avez assez de la côte belge, alors vous aimez de temps en temps aller sur les rives de la Méditerranée pour trouver le soleil. Certes, on a la chance d'avoir à la fois la campagne, la montagne, la mer, et également des villes somptueuses avec un patrimoine préservé. Mais ce patrimoine, on doit le montrer dans un bon état. Donc voilà pourquoi j'ai accepté la mission. Alors depuis, il y a des aléas. Quand je ne suis pas d'accord avec la politique, je le dis. Je n'appartiens pas à la vie politique française. Je reste une personnalité de la société civile. Je veux simplement, je tape ici, je tape là. Mon seul parti, c'est celui du patrimoine. Et je crois que c'est une bonne... les gens l'ont compris. Ils voient bien que parfois, ça tape à gauche, parfois ça tape à droite, ça tape au centre, mais il faut faire attention avec le patrimoine. Et d'ailleurs, j'ai réussi une chose, c'est développer peut-être la sensibilité des Français au patrimoine. Aujourd'hui, les maires font attention avant de détruire ou de brader un monument. J'exporte même mes colères. Vous avez vu avec le pont des Trous tourner. Mais voilà, je suis ravi de le faire. Les gens m'appellent en me disant « Venez nous aider, venez défendre le patrimoine ». Je le fais volontiers parce que c'est mon seul parti. Comme quoi, pour répondre à la question comment raconter l'histoire, il faut aussi s'y investir et c'est ce que vous faites avec beaucoup de succès. C'est-à-dire que, est-ce qu'on doit rester un spectateur? Ou est-ce qu'on est obligé? C'est vrai qu'on peut me le reprocher de ne pas être comme ça un observateur et puis de donner des bons points aux uns et aux autres, mais écoutez, moi je suis quelqu'un qui vibre, je crois être assez transparent et honnête, et en tout cas je vis toutes mes passions sincèrement. On vous offre la chance de sauver des monuments. Enfin, écoutez, le président m'a fait le plus beau compliment il y a 15 jours, il m'a dit « Tu as fait plus en un an que beaucoup de nos ministres en plusieurs années ». Et je crois qu'effectivement, avec le loto du patrimoine, 269 monuments aidés, 18 emblématiques sauvés, avec cet effet de levier, c'est-à-dire qu'on donne un chèque, mais en même temps, évidemment, les collectivités locales s'en emparent, les médias aussi. Et tout d'un coup, ils trouvent les fonds pour se sauver entièrement. Oui, j'espère qu'à la fin de ma mission, je ne sais pas quand elle aura fin, parce que, mais en tout cas, j'essaye de faire mon métier aussi en même temps. J'espère qu'on aura sauvé, je ne sais pas, 100, 200, 300 monuments. Écoutez, c'est pas rien, en fait. Je suis assez content de moi. Non, mais je nuance, évidemment, vous avez bien compris que c'est pas moi. Mais je crois que j'ai juste su toucher les Français, et c'est grâce à la mobilisation des Français, parce que sans eux, évidemment, ça n'aurait pas marché. Et là, on lance l'année 2, on a lancé l'année 2, on a dévoilé les 18 sites emblématiques. En juin, on va dévoiler les quelques 100 autres sites qui seront sauvés. On aura un tirage du loto le 14 juillet, des tickets de grattage. On m'avait dit, un ticket à 15 €, ça ne marchera jamais. 12 millions, la française, 12 millions de tickets, ils en ont vendu. Ça a récolté 22 millions. Là-dessus, je me suis battu pour récolter les taxes. Comme vous le savez, il y a une bataille, un bras de fer. Ce soir, il y en a un autre au Parlement, mais je me bats à distance pour que les taxes soient réinjectées dans le patrimoine.
Donc chaque fois, les ministres me disent « Mais tu nous embêtes, écoute, arrête avec tes histoires, là. » Je dis « Non, j'arrêterai pas. Lâchez l'argent. » Vous savez qu'on a un loto chez nous en Belgique, hein? Oui. Venez. Ben, Il y a beaucoup de choses à sauver. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. Et il y a eu deux, trois maisons qui ont été détruites. C'est un crève-cœur quand on voit des sites emblématiques, des sites de notre histoire qui sont détruits. Je continue parce que sinon on va pas arriver. Ah oui, non, on n'arrivera pas au bout. Hein. Vous avez caché des tout petits dans des tout grands. Il y a de tout, oui. Je sens que vous avez envie d'un tout petit. Ah, voilà. Qu'est-ce donc? Alors, votre vaisseau amiral à la télévision, c'est le magazine Secret d'Histoire sur France 2. On y découvre une foule de personnages très divers. Comment vous les choisissez? On les choisit en fonction des anniversaires. 300 ans de Marie-Thérèse, 800 ans de Saint-Louis, 200 ans de Joséphine de Beauharnais. Il y a souvent des anniversaires. Cette année, on va fêter les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Donc il y aura une soirée spéciale Léonard de Vinci. Parfois, c'est une exposition. La semaine prochaine, il y a un secret d'histoire autour de Toutankhamon et de Ramsès II. Soirée spéciale Égypte ancienne à l'occasion de cette exposition qui arrive à Paris. Donc il y a toujours ou un anniversaire ou voilà. Et puis je l'ai choisi aussi, comme je vous l'ai expliqué, en fonction des lieux. C'est-à-dire quand j'ai eu envie de tourner dans les je connais bien le Portugal, j'adore les palais royaux portugais. Je me suis dit, il faut que je trouve un personnage qui m'emmène montrer les palais royaux portugais. Donc j'ai trouvé la reine Amélie. Ensuite, j'ai voulu faire l'Espagne. Donc on a fait aussi les souverains espagnols, juste pour ouvrir les portes des palais royaux espagnols. Ou en Suède, je suis allé faire 2 fois la reine Christine et Désiré Clary. Vous avez déjà abordé évidemment les contenus de Secret d'Histoire, mais comment fabrique-t-on une émission comme celle-là? Il y a une foule d'images, il y a une foule de reconstitutions aussi. Alors, moi je ne m'occupe pas des reconstitutions, mais c'est vrai qu'il y a un rédacteur en chef par émission. Ce rédacteur en chef travaille avec moi directement pour savoir les lieux et les historiens. Ensuite, c'est lui qui fait les interviews des historiens. Moi, malheureusement, je n'ai pas le temps. Et moi, je prépare la partie qui est le lien. Je suis au fond ce fil rouge qui permet de revenir, d'aller dans les lieux et de découvrir, d'être au plus près du personnage. Donc il y a toutes les équipes, et puis il y a l'équipe de tournage qui m'accompagne. On est toujours 15 à 17, sont les mêmes depuis 13 ans, et on s'amuse comme des fous, et les gens nous voient arriver. Alors quand c'est à l'étranger, c'est compliqué, vous voyez, parce qu'ils ne nous connaissent pas forcément. Quand c'est en France, c'est oh, allez-y, on vous laisse les clés. Alors ça, c'est très amusant. Comment vous parvenez à pousser toutes ces portes? Vous l'avez abordé tout à l'heure, mais on vous voit souvent avec une petite bougie, avec une lampe torche. Comment vous faites pour découvrir tous ces lieux? Vous faites un repérage avant? On fait des repérages, bien sûr, on fait des repérages. Ah ben oui, c'est nécessaire, il y a des repérages qui sont faits. Puis on travaille beaucoup avec les historiens en disant, là, il y a une chose méconnue que vous devriez montrer. Et moi, j'ai un instinct qui fait que tout d'un coup, je sens ce qui va apporter de l'émotion. Je vais vous raconter un souvenir. Je faisais une émission sur l'impératrice Eugénie. J'ai tourné à Biarritz, à la Villa Eugénie, qui est devenue l'hôtel du Palais, la petite chapelle aussi impériale, et puis j'ai tourné au château de Compiègne. Et au château de Compiègne, tout d'un coup, alors il y a le musée des carrosses, d'ailleurs, enfin j'ai obtenu qu'on sorte de cette cour bâchée où sont entreposés tous les carrosses français, qu'on les mette dans un vrai musée. Si au moins je fais voilà une autre action qu'on pourra mettre dans mes mérites après ma mort, mais au moins j'essaye en tout cas avec l'impératrice Eugénie de parcourir le château de Compiègne, et je me dis écoutez, parlons du prince impérial. Le destin du prince impérial, vous connaissez, qui a été massacré par les Saguets des Zoulous alors qu'il était parti combattre pour aider la reine Victoria qui logeait gentiment sa mère, l'impératrice Eugénie, après la chute du Second Empire. Et on m'apporte le nécessaire de voyage du prince impérial. Et là, vous mettez des gants blancs, parce que c'est de la télévision, normalement personne ne met des gants blancs. Enfin, on met des gants blancs. Oui, parce qu'il y a des conservateurs, il faut toujours avoir l'air de mettre des gants blancs. Mais en fait, c'est très dangereux de mettre des gants blancs parce que, certes, vous ne mettez pas de traces d'ADN ni de pH,
mais en fait, vous risquez de tout faire tomber, parce que ça glisse. Bon. Donc quand ils sont sans caméra, ils ne mettent pas de gants blancs. Mais quand il y a des caméras, ils mettent des gants blancs. Donc je mets des gants blancs. Mais c'est compliqué parce que tout d'un coup, vous devez cacher des gants. Vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué un scénario. Vous êtes loin, vous approchez du sac, vous trouvez les gants qui sont cachés quelque part près de la vitrine, vous les enfilez discrètement, ça ne se voit pas à l'antenne, et là, tout d'un coup, vous ouvrez le sac, vous avez des gants blancs. C'est un peu... Oui, il y a du scénario quand même. Là, j'ai fait mes débuts de comédien en même temps grâce à ça. Ensuite, non, plus sérieusement, j'ouvre le sac du prince impérial, et là, une odeur, comment vous dire, c'est toute son épopée, c'est toute sa tragédie qui me saute à la gorge. Personne n'avait ouvert son sac de voyage depuis que c'était revenu. Quand après sa mort, on l'avait renvoyé, j'en ai des frissons. Et j'ouvre son nécessaire à correspondance. Et je vois sa plume avec son papier à lettres. Et il y avait encore, sur la première page, la trace des lettres qu'il avait formées pour faire la dernière lettre qu'il a envoyée à sa mère. C'est quand même bouleversant. Tout d'un coup, vous voyez en imprimé, j'allais dire, parce que la plume s'était enfoncée dans la... C'était bouleversant. Et puis après, je prends son petit carnet, comme si je prenais votre téléphone portable, et tout d'un coup, je regarde l'agenda et je vois, par exemple, à M, je vois Tante Mathilde, la princesse Mathilde, avec son adresse, 3 rue de Courcelles. C'est impressionnant, vous avez son carnet intime, quoi, son agenda. Et puis à H, j'ai Haussmann, baron Haussmann. Je me dis, tiens, il habite boulevard Haussmann, non? En fait, non, il habitait la rue Boissy d'Anglas, à côté de la Concorde. Enfin, c'est troublant, vous êtes là dans l'intimité d'un jeune garçon qui est parti se battre. Et c'est ça que j'essaye de montrer quand on fait les émissions et de préparer. C'est de me dire, comment je vais faire passer cette émotion? Alors, il faut être naturel, il faut être sincère, mais il faut prévoir ces séquences quand même. Et donc, c'est dans les lieux, souvent, choisi des personnages et dans les lieux. Donc, voilà, On attend ce moment dans l'émission, c'est devenu votre touche personnelle. Ah oui, j'ouvre des portes et j'ouvre des sacs. Vous avez ce point commun avec les souverains, vous ouvrez des portes en fait. J'ouvre des portes, exactement. Mais j'adore ça, parce que je crois que vous le sentez, il y a un peu de facétie, il y a un peu de je me moque de moi-même, évidemment jamais des téléspectateurs, je me moque de moi-même. Il y a un côté aussi, le type qui en revient pas d'être là. Mais c'est vrai, comme j'en reviens pas d'être devant vous. Non mais c'est vrai, c'est très sincère, c'est-à-dire de se dire tout ce chemin quand même pour arriver là, avoir la chance qu'on me fasse confiance, qu'on m'ouvre la porte, qu'on me laisse le palais pour moi, que je peux déambuler, marcher. Alors il y a des pays où je suis moins connu, hein. Je vous raconte pas, surtout les anciens pays de l'Est. Alors j'ai remarqué, en Russie c'est plus compliqué, à Saint-Pétersbourg, alors que tout est faux, évidemment, tout a été reconstruit, même les fauteuils sont faux. Alors on n'a pas le droit de toucher, de mettre la main sur un fauteuil, soi-disant Louis XVI. Vous avez beau leur dire que vous avez les mêmes à la maison et que les vôtres sont authentiques. Non, là, alors, l'humour russe a ses limites. Je le dis pour qui veut aller à Peterhof, à Tsarskoye Selo et commencer à toucher les fauteuils. Ça jette un froid. Oui, là, l'humour est limité. Une autre fois, j'ai la chance d'aller à Potsdam. Je rêvais enfant d'aller à Sans Souci, d'aller à Potsdam je fais cette émission sur Frédéric le Grand. J'ai la chance d'y aller. Et on va dans le pavillon chinois. Et vous avez un gardien qui est là depuis très longtemps et on sent qu'il a vraiment été gardien dans sa vie. Mais je ne sais pas de quoi. Vraiment un visage fermé comme une porte de prison. Donc je lui explique, on est avec les conservateurs, qu'on va entrer dans le pavillon chinois pour filmer. Tout a été reconstruit, évidemment, mais il faut juste montrer la beauté du lieu. Et donc il accepte que la caméra entre, mais pas moi. Je dis, alors je vais avoir du mal à faire mon plateau, vous voyez, parce que normalement je suis censé raconter l'histoire de ce pavillon et de vous montrer. On a dû parlementer, et puis ça s'est fini comme ça se faisait autrefois.
Je sens que votre intuition est bonne. Avec un billet, oui. Donc voilà comment. Mais parfois c'est du miracle. Les secrets d'histoire se tournent. Je ne sais pas pourquoi il fait beau quand on tourne alors qu'il pleut juste avant ou juste après. Parfois, il faut savoir se lever tôt. C'est pour ça qu'il y a un peu de travail en post-production pour arranger mon visage, parce que quand même, je leur demande, je dis, mais mettez de la bonne mine quand même. Parce qu'on me fait lever à 4h du matin pour tourner avant l'ouverture du public. Évidemment, parce que ces palais, pour certains, sont ouverts au public. Et donc, quand c'est ouvert au public, on ne peut plus tourner. Ça ouvre à 9h ou ça ouvre à 10h et jusqu'à 18h, 19h. Donc, je tourne avant et je tourne après. Donc, les nuits sont courtes ou longues, selon, et les journées aussi. Donc, mais c'est passionnant. Tant que j'aurai cette énergie, j'adore cette émission, j'adore aller la faire, j'adore l'idée de découvrir de nouveaux personnages. Et, voilà, et je peux vous dire que la saison 2019 sera vraiment très intéressante. On peut avoir un petit scoop? Un prochain sujet? J'ai tourné au Brésil, Dernier Empereur, et j'ai tourné un personnage dont certains, pas des plateaux, mais des reportages ont été faits en Belgique, puisque Charlotte du Mexique. Oui. Qui était princesse de Belgique quand même. Donc on tourne en Belgique, on tourne... Château de Boucault notamment. Oui. Ah oui, nous on dit Bouchou, c'est bien. Vous dites Bouchou? Non, ça ne va pas. Oui. C'est Boucault. Boucault. Oui, voilà. Eh ben, je vais rectifier. On n'a pas encore tourné l'émission. Boucault, oui. Dites Boucault, vous gagnerez des points en Belgique. Je vais gagner des points. Mais ça s'écrit Bouchou, hein, on est d'accord. Et l'autre chose, donc et je vais tourner mes plateaux au château de Miramar à Trieste. C'est vrai que c'est un balcon sur la Méditerranée. Donc c'est vrai que ces images m'ont fait rêver. J'avais déjà tourné à Chapultepec au Mexique, donc on a les images de Chapultepec. Donc voilà quelques-uns des sujets. Léonard de Vinci, Ramsès II, voilà ce qui va passer. Mais cet été, il y aura une belle moisson aussi. Secret d'Histoire, c'est quand même 5 millions de téléspectateurs, ce qui n'est quand même pas Alors ça dépend, négligeable. ça dépend des... comme maintenant, ils savent que que ça plaît, on m'envoie en face la grosse artillerie. Ah oui, d'accord. C'est la grosse Bertha. Alors après, j'ai du mal à me... Parfois, je me dis, mais tant d'énergie pour être face à The Voice, pour être face à... Voilà. Non, mais c'est vrai... Alors, je sais bien qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, mais tout de même, je me dis, franchement, ils ont envoyé l'artillerie lourde. C'est comme ça partout, rassurez-vous, chez nous Oui, aussi. je sais. Oui. Non, mais c'est vrai que la culture, face à des grands programmes comme ça, très divertissants, il faut lutter pieds à pied. Hein. Bon, Stéphane, il nous reste 20 minutes. Ah, mon Dieu. Voilà, je vous le dis parce que le temps passe très très vite, il nous reste 20 minutes. Ah, vous avez pris un grand. C'est une question essentielle en principe. Avec sa puissance d'évocation, sa part de magie, le temps parfois beaucoup plus long qu'elle nous permet de prendre par rapport à la télévision, la radio n'est-elle pas le meilleur moyen de raconter l'histoire? C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup encore abordé votre métier de présentateur, d'animateur radio, oui, c'est vrai. Et je le disais ici dans la question, il y a un pouvoir d'évocation qui n'existe pas en télévision. C'est peut-être plus compliqué ou c'est plus simple au fond? C'est à la fois plus simple et plus compliqué. C'est plus simple pour mon ami Franck Ferrand, par exemple. Lui, il le fait merveilleusement bien. Il était sur Europe 1, maintenant il est sur Radio Classique. Et je l'écoute dans la voiture, et il a ce pouvoir évocateur incroyable. J'ai l'impression d'y être. Peut-être aussi parce qu'il a une voix, une mélopée comme ça, qui vous transporte. Moi, j'ai le sentiment d'être plus efficace en télévision, parce que je marque davantage. D'abord, j'ai un physique dont personne ne voudrait, si vous voulez. C'est vrai. C'est un jour, Étienne Moujotte, ne riez pas, parce que c'est très important. Étienne Moujotte m'avait dit un jour, quand j'ai commencé à TF1, il me dit, tu vois, toi, t'es pas un animateur interchangeable. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, tu sais, personne n'a envie de te ressembler. Et ça vous a certainement fait plaisir. Et ça m'a fait très plaisir, parce que je me suis dit, ce que les autres te reprochent, cultive-le parce que c'est toi, comme disait Jean Cocteau. Et que du coup, ça vous oblige à avoir une vraie personnalité. D'abord, on ne m'a pas fait de cadeau, donc vous êtes obligé de vous battre en permanence. Et ensuite, du coup, ça me donne une conviction quand je suis à la télévision. J'ai l'impression
quand vous me regardez dans Secret d'Histoire, j'ai l'impression que je joue ma vie. C'est-à-dire qu'il faut absolument que je vous convainque que tel événement s'est produit là, à tel moment, et que voilà ce qu'elle a pensé. Donc la télévision me sert, en fait. J'aime bien ce média. La radio me sert davantage, et ça fait 20 ans que j'anime tous les matins une émission de radio. J'adore la radio pour faire du divertissement plutôt intelligent. Je reçois tous les matins, depuis 20 ans, une personnalité qui est dans le domaine artistique ou intellectuel. J'adore ça. Et on plaisante et on rigole, et ça a montré une autre facette de ma personnalité, qui était l'autodérision, en tout cas, voilà, ce qu'ont les Belges, on se moque gentiment et de soi-même et des autres. Et donc, ça, je dois dire, j'aime bien l'exercice de radio, mais je ne saurais pas faire, je crois, de faire de l'histoire. Je le fais. J'ai bien fait des audioguides pour pas mal de musées, voilà, parce que j'ai une voix reconnaissable. Donc les gens me disent, bah, tiens, donnez votre voix. Donc je le fais aussi. C'est bien, on peut avancer. Oui, c'est vrai. Allons-y. Et je mets plus de temps à dérouler vos satanés scotch. Alors. Qu'est-ce que c'est donc? Stéphane, vous avez lancé il y a 3 ans la Fondation Stéphane Bern pour l'histoire et le patrimoine. C'est du sérieux qui prouve que vous passez de la parole aux actes. Qu'est-ce qui a motivé votre envie? C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de votre fondation, au fond. Non, au fond, ça revient à la question essentielle, que faire de sa vie, que faire du temps où on est sur Terre? Je n'ai pas choisi de naître, je ne vais pas choisir le moment où je partirai, mais autant que de faire des choses utiles pour les autres. Si en même temps je peux m'amuser, faire des choses qui m'intéressent, eh bien tant mieux. Mais je me dis, voilà, tout ce que j'aurais fait, j'aimerais que ça... C'est pas moi, j'ai pas envie de me prolonger moi-même, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de prolonger ce que j'aurais laissé, c'est-à-dire le goût de l'histoire et du patrimoine. Le goût de l'histoire, c'est d'encourager, à travers ma fondation, d'encourager un premier livre d'histoire. Un jeune qui sort, qui a fait ses études d'histoire et qui écrit son premier livre grand public, son premier livre d'histoire. Et bien, je lui donne un prix de 5 000 €, ce qui est quand même pas négligeable, et je suis content de le faire. Il y a un jury, ça m'a permis de réunir un jury de gens brillants, fascinants, que j'admire. Même chose pour le prix patrimoine. J'ai créé un prix patrimoine qui est de 25 000 €, qui permet de récompenser, non pas une restauration, parce que ça beaucoup d'autres le font, mais de récompenser une initiative en faveur du patrimoine. Et j'ai récompensé notamment, il y a 2 ans, les vieilles maisons françaises qui font des kits patrimoine pour les gamins dans les écoles. Comment donner le goût du patrimoine à des enfants des petites classes? On fait bien des semaines du goût pour leur donner envie de goûter des légumes. Eh bien, pourquoi on ne ferait pas une semaine du patrimoine, leur donner envie d'aimer le patrimoine? Parce que j'ai besoin qu'ils prennent le relais dans 30 ans, quand je ne serai plus là. Donc, pour moi, c'était important. Et puis, j'ai créé tout un système, en fait. Je me suis dit, bon, j'ai restauré le Collège royal et militaire de Thiron-Gardet. Sur son lit de mort, celui qu'il avait légué, qu'il avait vendu au conseil départemental, donc au département d'Eure-et-Loir, avait fait jurer que ça ne rentre plus jamais dans des mains privées. Malheureusement, l'État tient pas, les départements ne tiennent pas forcément leurs promesses, et surtout n'ont pas les moyens de tenir leurs promesses. Je dis, ben moi, je vais tenir ma promesse, c'est-à-dire que je vais faire en sorte que... je vais tenir la promesse que le département n'a pas tenue. C'est-à-dire que je vais le restaurer, je vais l'habiter du temps de ma vie, et puis après, je le laisserai à une fondation que je vais créer. Et je vais tout donner, mes droits d'auteur, tout ce que je gagne, voilà, je vais tout donner à ma fondation pour qu'elle entretienne ce monument et qu'elle le fasse vivre, qu'elle l'ouvre au public, et avec tout ce qu'il y a dedans. Donc je me suis dit comme ça, parce que je me méfie un peu de ma famille. Non, j'adore ma famille, c'est pas le problème. Mais vous savez, Sacha Guitry disait, en montrant les mains de son épouse, et dire que ce sont ses mains qui fermeront mes yeux et ouvriront mes tiroirs. Et j'ai testé la famille. J'ai testé, pas au sens de testament. J'ai mis à l'épreuve ma famille. De temps en temps, avec un document historique, j'ai dit, et ça t'intéresse? Oh non, t'es vieillerie. Bon. Forcément, quand vous avez toute votre famille qui ne s'intéresse pas
à ce que vous collectionnez et à ce que vous aimez. Moi, je me suis dit, il y aura bien des Français ou d'autres que ça intéresse. Eh bien, on va le faire pour eux. Donc voilà pourquoi j'ai créé cette fondation avec des consignes bien strictes, que tout soit ouvert au public, même la maison que j'habite. Et j'agrandis d'ailleurs le domaine, j'ai créé un musée, le musée est visité. Alors, on déploie des trésors d'imagination, parce que j'ai créé un musée, j'ai fait en sorte que le musée soit prêt avant la maison, et le musée qui raconte l'histoire des collèges royaux et militaires en France, et de l'abbaye de Thiron-Gardet qui est de 1114, et j'ai fait rapatrier la crosse des abbés de Thiron qui avait disparu, que j'ai retrouvée dans un musée à Chartres. Alors on m'a dit, mais vous n'avez pas le droit de la récupérer, vous n'êtes pas un musée. Je dis, comment ça, je ne suis pas un musée? Ben non, vous êtes un musée privé. Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut pour la récupérer? Bien, il faut que vous nommiez un conservateur. En gros, il faut que je paye quelqu'un. Pour rien. Je dis, écoutez, je vais nommer le conservateur du musée de Chartres conservateur de mon musée. Mais comme il est déjà conservateur du musée de Chartres, il n'a pas le droit de toucher un deuxième salaire, parce qu'il est fonctionnaire. Donc... Et avec... il faut trouver des idées. Et l'évêque de Chartres est venu à accompagner la crosse. Et en grande pompe, on a mis la crosse dans... elle est bien sécurisée, hein, ne vous inquiétez pas. Et donc, dans mon musée. Mais je trouve ça merveilleux. C'est un musée évolutif. Chaque fois que je vois en vente une œuvre d'art qui pourrait raconter l'histoire des collèges royaux et militaires, il y en a eu 12 en France, eh bien, je le fais. Et j'ai mon musée, qui est très visité. D'ailleurs, je suis obligé de rentrer, parce que j'ai des visites... j'ai des visites demain, j'ai des visites samedi, j'ai des collèges, j'ai des classes qui viennent. Je fais la visite moi-même, j'adore ça. Non, c'est très amusant. Vous savez quoi? Je vais vous faire un aveu. Je ne voulais pas acheter un château, parce qu'un château, c'est la possession. Je voulais acheter un collège, parce que c'est la transmission. Et j'ai envie de le transmettre aux jeunes générations, que ça devienne que tout ça ne soit pas pour rien. J'aime pas l'idée qu'on vive pour rien. Juste pour profiter de la vie. Les gens me disent, mais vous profitez de la vie? Ça veut dire quoi, profiter de la vie? C'est une fois que vous avez, une fois que vous avez une voiture, vous n'en avez pas deux. Une fois que vous avez un réfrigérateur, vous n'en avez pas en avoir deux. Un téléviseur, à quoi ça sert d'amasser? À quoi ça sert on fait 3 repas, ça suffit, vous voyez. C'est quoi profiter de la vie? Partir en vacances, dire, j'ai fait l'Égypte, maintenant je vais faire l'Autriche. J'ai rien fait de tout ça, il s'était fait avant moi. Par contre, j'aime bien aller les visiter, mais vous voyez, mes photos de vacances n'intéressent personne. C'est ma conception de la vie, c'est une conception peut-être doloriste, peut-être un sens du devoir poussé à l'extrême. J'ai été éduqué comme ça, j'ai pas le choix. J'ai le sentiment que j'ai ma mère là-haut qui me dit, est-ce que tu as bien fait tes devoirs? Est-ce que tout est en ordre? Est-ce que tu as tout fait ce que je t'ai demandé de faire? Et donc après, je peux dormir tranquille. Mais je peux vous dire qu'elle est très exigeante. Stéphane, on parlait de la transmission, vous parliez des écoles et des classes tout à l'heure. Il y a quand même une question dangereuse que vous n'avez pas tirée au sort, et que je vous pose tout de même. Non, mais vous pouvez, gardez-la. Vous en avez peut-être pris une autre. C'est cette volée de bois vert que vous avez reçue récemment de la part de professeurs qui vous ont reproché l'ouvrage que vous aviez écrit pour les enfants dans les écoles. On vous reprochait de réduire l'histoire à des grands hommes. Ça vous a pas plu du tout, ça? Ça m'a pas plu d'abord parce que au début l'histoire est amusante. Je sors un petit livre, tenez-vous bien, avec l'association pour la diffusion de la philatélie. C'est un petit livre, un recueil de timbres. Ce sont des timbres qui racontent l'histoire de France. C'est une collection. J'ai accepté de faire une collection. C'est les rois de France à travers les timbres. Le prochain, c'est pour ça que je me suis amusé, je dis, qu'est-ce que vous allez dire quand je vais mettre le prochain, on va distribuer le prochain aux enfants, ça s'appelle les jardins à travers les timbres. On va me reprocher d'avoir la main verte maintenant. Enfin, c'est grotesque. Et donc, je raconte l'histoire des rois de France à travers les timbres. Pourquoi? Parce que moi, j'ai découvert l'histoire et la géographie à travers les collections de timbres que mes grands-parents, voilà, et j'ai continué, je suis philatéliste, voilà, on a le droit, hein, c'est pas un crime non plus. Et donc, je raconte ça dans un petit livre et il y a des petits portraits de chaque roi qui sont timbrés. Voilà. D'ailleurs, j'en fais un texte un peu amusant.
Ils n'ont pas lu le livre. Simplement, ils voient les rois de France à travers les timbres, mais ils voient surtout les rois de France racontés par Stéphane Bern, distribués gratuitement aux écoles. Leur sang n'a fait qu'un tour. Ils ont dit raconter les rois de France aux enfants, mais c'est interdit. Non, on n'a pas le droit. Et donc, ils me sont tombés dessus. J'aurais dit d'abord, c'est les timbres, donc voilà. Et ensuite, je dis, ben voilà, vous avez les dégâts de mai 68 sous les yeux. C'est-à-dire qu'on ne peut raconter l'histoire que si c'est l'histoire des guerres, des drames, des idées, des révolutions. Mais on n'a pas le droit de raconter l'histoire des illustres. Donc je leur ai dit, ne vous étonnez pas que vos élèves ne vous suivent pas. S'il y avait un audimat, eh bien, vous seriez à zéro. Parce que si les élèves avaient la possibilité de quitter vos cours, ils les quitteraient volontiers. Alors que moi, je remplis j'ai beaucoup de téléspectateurs parce que justement, je répare tout le mal que vous avez fait à l'histoire. Ça n'a pas plu. Mais bon. Écoutez, franchement, vous savez quoi ? Je suis Scorpion. Alors, j'accepte tout. Je suis le garçon le plus pacifique du monde. On peut tout me dire. Je suis un peu tendre à l'intérieur, mais la peau, elle commence à être un peu dure à l'extérieur. Je me suis blindé un peu. Mais il ne faut pas venir me chercher. C'est-à-dire que si vraiment il y en a un qui commence, eh ben, il me trouve, d'abord parce que je suis libre. Libre. Je ne crois pas que le président, il s'attendait non plus avec son histoire de taxe sur le loto patrimoine. Il me dit, ben, c'est écrit sur le carton. Je dis, ben oui, mais c'est comme les contrats. C'est souvent la petite phrase qui est écrite en bas, mais on ne le voit pas. Ben, moi, je suis comme les Français, je n'ai pas vu et je n'ai pas compris. Donc maintenant, on retire les taxes. C'est pas possible. Donc... oui, j'ai des colères parce que je me mets à la place des gens. Je ne suis pas hors sol, en fait. Et c'est drôle parce que mon village dans lequel je vis, principalement, quand je ne suis pas à Paris, je vis dans mon village du Perche, je vis avec les gens. D'ailleurs, le collège est dans le village. Parce que les gens qui ont un château, vous savez, le château, il est en général... vous sortez du village et puis vous allez dans le château. Moi, non... on est dans le collège, enfin le collège est dans le village, donc les gens passent chez moi. Mais je ne vis pas dans une tour d'ivoire. Donc j'aime bien vivre avec les gens parce que je ne suis pas hors sol. C'est la raison pour laquelle, chaque fois que j'ai été, je le dis très sincèrement, que j'ai été confronté à des gilets jaunes qui étaient vraiment les premiers, c'est-à-dire ceux qui avaient des vraies revendications, et sincères et honnêtes, et pas j'ai des idées extrêmes et je mets un gilet pour faire croire que... là... Enfin, j'ai eu une scène qui était délirante. Je suis arrivé à Montabon dans la Sarthe, accueilli par des gilets jaunes. D'un côté, de l'autre côté, les gendarmes. C'était surréaliste. J'arrive avec ma petite voiture. Je baisse la vitre. Je dis qu'est-ce qui se passe ? On veut vous parler, très bien. Écoutez, je vais me garer et je reviens. Donc les gendarmes, je vais me garer. Je fais 100 mètres. Il me dit oh, il ne reviendra pas, lui, il ne reviendra pas. Je reviens à pied. Je dis, vous voulez qu'on parle ? Parlons. Et on discute, on a vraiment discuté, mais franchement. Et ils m'ont dit tous, comme la rotonde ferroviaire de Montabon est un patrimoine industriel et ouvrier, il y en avait qui disent, mon grand-père a travaillé là, c'est bien ce que tu fais pour le patrimoine, parce que tu restaures la mémoire, tu sauves la mémoire de nos aïeux qui ont travaillé dur. On s'est très bien entendu. À la fin... il y avait tous les officiels qui sont arrivés, les ministres, les députés, etc. Ils criaient « Stéphane, on t'aime !» Stéphane, président. Alors, c'était en boucle sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez regardé, c'était un peu viral. Le président, après, m'a fait des remarques. Il me dit « Tu fais un tabac auprès des gilets jaunes ?» Je lui ai dit « Tu devrais venir avec moi, tu verrais. » Je crois que ce qui est important, en fait, c'est d'être sincère avec tout le monde. Vous savez, le vrai secret de ma vie, c'est que j'ai une mère très dure qui m'a vraiment élevé, éduqué à la prussienne. Mais elle m'a appris une chose, c'est être à l'aise avec tout le monde. Elle m'a dit que je devais traiter la reine d'Angleterre comme ma boulangère et ma boulangère comme la reine d'Angleterre, ou la grande duchesse, comme vous voulez. Mais c'était un peu pareil. Et de fait, je crois que je traite tout le monde, je parle à tout le monde de la même façon. Et j'ai autant de plaisir. Et parfois, j'ai des journées surréalistes. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps,
voilà, un déjeuner à Bruxelles, et puis donc c'était sympa. Et puis je rentre après dans mon village, et puis il y avait le petit mousseux qu'on vous sert, vous savez, à la fin c'était les vœux de notre mère, avec un petit mousseux tiède, et puis des petits biscuits secs un peu indigestes. Mais c'est ça la vie. Je trouve que ma vie, elle est passionnante parce que je partage mes passions avec le public, et en même temps j'ai la chance de rencontrer des gens qui à la fois ont des fonctions ou font des choses utiles que j'essaye d'attirer vers le public, et puis de l'autre côté je suis avec les gens, j'ai pas envie de me faire élire, je crois que ma place elle est plutôt de partager mes passions et de faire des choses utiles avec le patrimoine. Voilà, ça c'est vraiment comme ça que j'envisage ma vie. Mais vous passez très facilement, c'est vrai, d'un univers à l'autre, vous êtes très caméléon, vous vous adaptez très bien aussi. Il y a une facette de votre carrière qu'on n'a pas encore abordée, c'est le cinéma. Vous êtes, au fond, c'est un peu le côté obscur, là, parce que là, du coup, on joue vraiment. On n'est plus soi-même. Vous avez joué un commissaire de police pour Meurtre en Lorraine. Un lieutenant de gendarmerie. Je sais que vous l'avez vu en Belgique, parce qu'il est passé au mois de janvier. Il passera samedi en France, je crois. Il passe samedi sur France 3, il y a beaucoup d'attentes. On verra, je ne sais pas comment les gens vont accueillir. C'est mon premier rôle où je ne suis pas moi, je ne suis pas Stéphane Bern. Écoutez, ça fait du bien pendant un mois de tournage d'être quelqu'un d'autre que Stéphane Bern. Je vous assure. C'est-à-dire qu'à la fin, je me fatigue moi-même. Et alors, le réalisateur m'avait dit, seul tu peux rien faire et seul je ne peux rien faire. Alors, il m'a entouré de comédiens formidables, il m'a entouré de techniciens formidables. Mais il m'a dit, il faut qu'on marche, on danse le tango ensemble. C'est-à-dire que c'est vraiment une danse. Il faut que tu me fasses confiance et moi je vais te faire confiance. Tu connais ton texte, et tu es dans ton rôle, dans ton personnage. Il n'y a plus Monsieur Patrimoine, il n'y a plus le Stéphane Bern que les gens sur le bord de la route vont alpaguer pour faire des photos. Tu es dans ton personnage, tu es lieutenant Muller. Lieutenant Muller, voilà, lieutenant. J'ai joué le jeu, il n'y croyait pas. Hein. Vous avez coupé votre portable aussi. J'ai coupé mon portable pendant un mois. J'ai vécu en Lorraine. Alors c'est moi qui avais choisi la Lorraine. Tropisme, hein, pas très loin du Luxembourg. J'avais vécu 4 ans à Nancy, je me disais je serais bien là. Bon. Puis j'adore les métiers du feu, les métiers d'art, le verre, la cristallerie. Donc ça se passe dans l'univers de la cristallerie. Donc c'était des éléments qui étaient plutôt rassurants pour moi. Et enfin, je me suis dit, j'ai toujours rêvé de faire j'ai toujours fait mon cinéma à la maison, mais j'ai toujours voulu faire du cinéma. Et au fond, j'en ai parlé avec une jeune Belge que j'adore, qui s'appelle Virginie Efira, que j'ai connue à la télévision. On faisait des émissions ensemble, on s'est beaucoup amusé. Elle m'a dit, mais lance-toi, qu'est-ce que t'attends ? Après tout, t'as une vis comica, t'as un vrai potentiel comique, même ta bouille a l'air comique. Et c'est elle qui m'a poussé. Et puis Lynn Renaud aussi. Ma copine Lynn, elle m'a dit, mais moque-toi de ce que les gens vont dire. Quelle importance. Si t'es crédible, ils le verront. Si t'es pas crédible, bon, il se trouve que j'ai l'air à peu près crédible. Oui, c'est l'envie de goûter à tout. De même, j'ai passé 1 an au théâtre, j'ai adoré ça. J'ai adoré jouer en 2005 avec Francis Perrin et Isabelle de Botton. On a joué au théâtre numéro complémentaire. Ça a été un véritable succès pendant toute la saison. J'ai adoré ça. C'est de se mettre en danger, c'est de faire des choses qu'on ne sait pas faire, qu'on a envie de faire, dont on rêve. Et j'ai la possibilité de le faire, alors pourquoi ne pas le faire ? La vie, c'est ça. Vous savez, on se met toujours soi-même des barrières. On s'interdit des choses. On est notre pire ennemi. Vous tous, je suis sûr, il y a plein de choses que vous rêvez de faire et que vous ne faites pas parce que vous avez peur. Parce que qu'est-ce que vont dire les gens ? Ou ah mais non, ça j'y arriverai pas. Mais si, tant qu'on l'a pas fait. Ceux qui n'ont pas joué n'ont pas gagné. C'est comme le loto patrimoine. Hein. Alors je le dis, hein, samedi soir, donc sur France 3. Puisqu'il n'y a plus Place Royale, je pense qu'on peut aller regarder France vrai. 3. Hein, mais bon. J'adorais cette émission. Mais elle existe toujours. Elle existe toujours, mais de façon moins régulière. De façon moins régulière, voilà. Oui, je sais. Donc regardez Stéphane Bern sur France 3. Il faut faire revivre sur les réseaux sociaux Place Royale. Oui, on a beaucoup de projets. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Une petite dernière question peut-être, Stéphane. Il nous reste quelques minutes. Allez, une dernière. Allez. Oui, mais une petite ou une moyenne ? Comme vous voulez. 10, 9, 8. Vous voulez un coup de main ?
Ah oui, 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 c'est du solide. Hein. C'est du solide. Télévision. Ah bah oui, être animateur à la télévision, c'est pas déjà jouer l'acteur. Bah oui, exactement. Est-ce qu'on est vraiment vrai à la télévision ou c'est définitivement un miroir aux alouettes? Non, on peut faire de la télévision en étant sincère et je crois essayer d'être sincère à la télévision parce que je crois qu'au bout d'un moment, si vous n'êtes pas sincère à la télévision, eh bien ça se voit, ça se sent. Tout à fait. Et c'est pas possible. Alors, on a déjà abordé beaucoup de choses. Hein. François Hollande avait déjà tenté de vous inviter à le rejoindre en politique pour jouer un rôle. Pourquoi la politique? Non, bah voilà. On a parlé, on l'a dit, on l'a dit. La politique ne m'intéresse pas. Il est tellement parfait, Stéphane, qu'il a déjà abordé pratiquement tout. On pourrait peut-être tomber sur une question dangereuse pour terminer. Ça serait pas mal. Ah. Mais peut-être vous vous souvenez de ce que vous avez. Stéphane Bern, en quoi croyez-vous aujourd'hui? Ah bah oui, c'est une bonne conclusion, ça, finalement. Oui. Je crois encore, malgré tout, en l'être humain. En tout cas, je veux y croire. Et je pense une chose, c'est que notre civilisation européenne, elle a encore des choses à apporter. Et que, vous savez, parfois j'ai le sentiment, quand je regarde la télévision, quand je lis les journaux, que tout ce en quoi j'ai cru, tout ce avec lequel j'ai été élevé, éduqué, c'est-à-dire un sens des valeurs, l'altruisme, la générosité, le don de soi, autrui, ce mot que personne n'emploie, autrui, se dire que l'autre est un autre soi-même, qu'on peut tendre une main secourable. Qu'est-ce qu'on fait d'utile dans sa journée? Est-ce qu'il y a des moments où on a servir et non pas se servir, l'honneur au singulier plutôt que les honneurs au pluriel? C'est toutes ces valeurs. J'ai parfois un sentiment et de rage de voir que tout ça est battu en brèche, et un sentiment d'abandon, de se dire ça intéresse encore qui? Qui aujourd'hui irait se battre pour défendre son pays? Qui irait aujourd'hui se battre pour défendre ses convictions, ses valeurs humanistes? Et puis, dans ma journée, je rencontre quelqu'un dans la rue, je rencontre un regard, un visage, quelqu'un vient me parler, et tout d'un coup, l'espoir renaît. Et je vois chaque jour, j'ai la chance, c'est comme si chaque jour en moi, il y avait une petite flamme qui s'éteignait, puis quelqu'un venait, me tendait une bougie et rallumait la flamme en moi. Et je repars de plus belle. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'aujourd'hui, il y a Twitter. Twitter avec ce flot incessant de haine anonyme surtout. C'est quand même un déversoir de gens frustrés qui ont juste envie de vous dire qu'ils vous détestent parce qu'ils ne sont pas à votre place, mais qui n'ont rien fait pour être à la leur, surtout. Ce qui est terrible, c'est ça. C'est que beaucoup de gens ne veulent pas réussir, ils veulent que vous ratiez. C'est très différent. Et bien, dans ce climat qui est terrible, mais je trouve qu'il y a plein de jeunes qui me donnent de l'espoir. Il y en a plein qui m'écrivent. Et puis, je sais, vous allez peut-être dire que j'ai une voix qui appartient à un autre temps, j'ai un phrasé d'un autre temps, j'ai des manières d'un autre temps, j'appartiens au passé, j'appartiens... Ben oui, mais écoutez, je suis sur le Titanic, je danserai ou je jouerai de la musique jusqu'au bout, et puis tant pis, au moins j'aurais défendu mes convictions jusqu'au bout, j'aurais été fidèle à moi-même, fidèle à mes convictions et à mes rêves d'enfant. Et au fond, le petit Stéphane, quand il était enfant, oui, il rêvait déjà de rencontrer le grand-duc et la grande-duchesse, sans doute, mais il rêvait de leur dire une chose, il rêvait de leur dire « Vous représentez bien plus que vous ne le croyez. Vous représentez quelque chose que personne ne peut acheter avec tout l'or du monde. Vous représentez quelque chose d'éternel, d'intemporel, de pérenne, alors qu'aujourd'hui tout est immédiat, fugace, volatile et éphémère. » Rien que pour ça, ça vaut le coup de continuer, non? Merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous. Quel talent! Merci du fond du cœur, merci beaucoup.
Je crois que ce n'est pas tout à fait terminé pour vous, Stéphane. Cher Stéphane, cher Thomas, merci pour cette belle complicité. Vous l'avez dit, vous l'avez répété tout à l'heure, si vous voulez toucher 5 millions de personnes, vous ne pouvez pas faire de la dialectique historique pure. Je suis persuadée, dites-vous encore, que ce qui rend l'histoire accessible, ce sont les passions humaines qu'on y retrouve, l'amour, le sexe, le pouvoir, l'argent. Nous avons besoin de nous identifier. C'est juste une porte d'entrée, tout en sachant qu'elle est parcellaire. Mais c'est une porte d'entrée, et c'est déjà bien. Stéphane, je vous souhaite une très belle continuation dans votre action de défense du patrimoine, mais aussi une très belle carrière comme acteur. Ce soir était véritablement passionnant. Vous êtes un être absolument attachant, et on est ravis de vous avoir eu ce soir. Encore merci aussi Thomas, d'avoir aussi richement orchestré cette soirée. Merci à vous deux.